Alors bonsoir tout le monde, on a donc Alexandre Langlois qui va donc nous rejoindre ce soir. On va discuter. Donc Alexandre Langlois, c'est le président du syndicat Vigie, donc syndicat policier, qui se rebelle contre le gouvernement. Bon, Alexandre Langlois est quand même très connu, hein, je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon. Et puis on va revenir sur ce qui s'est passé, notamment sur son exclusion temporaire de la police, puisqu'ils l'ont suspendu pécuniairement pendant presque un an. Donc on va en discuter avec lui là. Donc il est là dans 2 petites minutes. Je vous demande 2 petites minutes avant que on attaque. Merci. Donc on a Alexandre Langlois qui va donc nous rejoindre dans 2 petites minutes. Le temps qu'il arrive là, il est en train de se connecter. Je vous remercie, à tout de suite. Ah, donc Alexandre, donc je te vois. J'ai ouvert donc le live. Il faut que tu rentres dans tes paramètres et enfin dans tes paramètres, il doit y avoir 3 petits points et tu devrais pouvoir rentrer. Alors je vérifie si tu l'as pas déjà fait. Ok. Alors je te fais rentrer si ça veut bien. Donc la demande est activée. Pourquoi je peux pas te faire rentrer? Petit instant. Tu devrais pouvoir. euh, Tu devrais. Moi j'ai un problème et j'arrive pas à te faire rentrer là. Putain, c'est pas possible. Donc je t'ajoute. Je suis navré, je dois avoir un petit problème technique. J'essaie de le faire rentrer. Il y a un problème. Ça veut pas. Putain, c'est pas vrai ça. Incroyable. Bon,
Je crois qu'on a un problème, j'arrive pas à le faire rentrer là. Putain, c'est incroyable. Bon, en ce moment, je suis extrêmement verrouillé par Facebook. Incroyable. Je suis vraiment navré. Bon, j'arrive pas à le faire rentrer, ça veut pas, ça veut pas. Alors attends, on va faire autrement. Les joies de Facebook et les joies de la liberté d'expression en France. Donc plus ça va, plus on est libre. Vous pouvez le constater. Hein. Donc il apparaît donc sur mon... je clique dessus, ça veut absolument rien faire. Ah, ça y est, ajouté. Ajout en cours. Donc là, il est en train de se connecter, c'est en train de s'ajouter. Ça doit peut-être venir du débit, c'est possible. Alors, c'est en cours. Donc vu que Alexandre Langlois, je dirais qu'il se rebelle quand même contre le gouvernement, à mon avis, ils doivent le verrouiller pas mal aussi sur Facebook. Mais je dirais que de toute façon, son message est entendu, donc un peu sur toutes les ondes d'ailleurs, donc ça c'est très intéressant. Bon, on a la chance avec ce policier qui est avec le peuple. Il est là pour nous défendre, il est là pour faire valoir les vraies valeurs. Et ça, c'est vraiment important. Et j'espère par rapport au travail d'Alexandre Langlois qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui l'écoutent et qui font. Enfin, j'aimerais bien qu'ils le rejoignent, en tout cas sur sa ligne politique et sa ligne de pensée, quoi. C'est important. Puisque aujourd'hui, ce policier, je dirais qu'il veut la paix finalement. Et ça déplaît fortement à notre oligarchie. Donc c'est pour ça qu'actuellement il le sac au niveau de son salaire, il lui supprime donc son revenu. Hein. Donc il a d'ailleurs à cet effet, je voulais parler également de sa cagnotte, ce qui lui permettra je dirais de continuer à vivre décemment et puis de subvenir aux besoins de sa famille. Donc je voulais en parler ce soir également, puisque je dirais que Alexandre Langlois, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est indispensable à la lutte des Gilets jaunes, à la lutte du peuple de France, à la lutte de tout le monde, puisque je pense que ce monsieur est une conjonction avec nous et les policiers. Je pense qu'il peut... Enfin, en tout cas, nous tous, on œuvre dans ce sens-là, c'est-à-dire faire en sorte que ça se passe le mieux du monde. Et au début, je dirais que les Gilets jaunes n'étaient pas contre la police. Et plus le temps passe, et bien évidemment, et c'est tout à fait logique, aujourd'hui, c'est plus les Gilets jaunes, c'est carrément le peuple qui est en train de réagir sur tout ce qui se passe au niveau des forces de l'ordre. Et heureusement qu'on a quelqu'un comme Alexandre Langlois qui est là pour, je dirais, équilibrer la balance, pour justement faire en sorte de nous rallier tous autant qu'on est, parce que malheureusement sans les forces de l'ordre, on serait obligé d'aller contre eux, et donc ça veut dire bataille, et bataille avec du sang, et donc c'est absolument ce qu'il faut éviter, quoi. Alors qu'il y en a déjà eu, hein. Il y a déjà eu des morts, il y a déjà eu des yeux crevés, des mains explosées, on le sait, hein. Donc je alors je vois que tu es toujours en cours, Alexandre. Je sais pas, on va réessayer. Attends, je vais retenter de voir si t'es pas donc ajouté. Ça devient vraiment. Alors, je vois pas pourquoi il devrait. Enfin, je vois pas pourquoi il pourrait pas se connecter. Hein. Il n'y a pas de raison à ça.
Euh, Là, je vois Ajo en cours. Donc il va se connecter, mais à mon avis, si ça met du temps, c'est que ça va ramer, ça va laguer. Il va y avoir, on va peut-être mal se faire comprendre. Donc je pense que le live ce soir va être remis, ou alors on va en faire un enregistré, puisque en direct, je peux pas vous faire participer. Je suis un peu navré, puisque là, je vois Ajo en cours. Alors je vais fermer. On va essayer, on va refaire une tentative. Excusez-moi pour la musique de merde. Ajouter. Je refais une tentative, Alexandre. Bon bah là il se passe plus rien. Alors, on va essayer. Ajouter. Ajout en cours. Bon, en attendant, il y a une chose importante sur la page, c'est que apparemment on peut plus liker. On peut juste suivre. Là actuellement, bah, je perds pas mal de likes. Enfin, je perds pas mal de likes. Bon, il y a des gens qui se désabonnent, mais en tout cas, on peut plus liker la page en ce moment. On peut juste s'abonner pour faire une petite parenthèse. Donc bon, ça veut dire que mon message est juste, parce que s'il était faux, eh ben il me ferait pas chier comme il le fait en ce moment. Donc voilà, c'est bon. De toute façon, on est tous voués à disparaître, quoi qu'il en soit, hein. Enfin, tous les gens qui l'ouvrent, donc des plateformes mainstream, parce qu'aujourd'hui Facebook est une plateforme mainstream. Donc bon, après, bon, il y a des gens comme, je vais revenir sur Alexandre Langlois. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, puisque aujourd'hui, bon, nous, on est là pour faire connaître leur message. Ça, c'est important. Mais par contre, aujourd'hui, le gouvernement, je pense qu'il a pris une décision, c'est tout faire pour le faire taire. C'est dommage parce qu'on ne peut pas en discuter avec lui. Encore une fois, ajouter. Ça, c'est encore une fois que le gouvernement ne veut pas qu'on communique les uns avec les autres. Donc c'est vachement. Bon, après, vous me direz, c'est peut-être un peu logique finalement, hein, puisqu'on est en guerre. Donc voilà. Écoutez, je vois que ça marche pas, hein, ça fonctionne pas. À jouer en cours. Oui, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on est en guerre, hein. Je veux dire, il y a qu'à voir ce qui s'est passé encore hier avec la Coupe d'Afrique, ce qui s'est passé samedi, donc les 150 gilets jaunes qui ont été euh, enfermés dans un camp de concentration quand même, parce que ça s'apparente quand même à un camp de concentration. Donc il faisait pas encore trop chaud, donc heureusement, parce que s'il y avait eu un cagnard, comme il y a eu il y a une semaine là, est-ce que vous pensez que ils y seraient allés? Moi, je pense qu'ils y seraient allés de toute façon, parce que ils ont plus le choix, il n'y a plus de place dans les prisons. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, le gouvernement. Là, il y a Macron encore qui s'est fait. Je vais essayer de te rajouter, Alexandre, euh, si ça veut bien. Bon, il y a Macron qui s'est fait huer récemment là, donc pour le 14 juillet, j'ai trouvé ça pas mal, hein. Donc bon, bien évidemment, les médias passent ça sous silence. C'est bon, c'est un peu logique, encore une fois, puisque je le dis, je le répète, on est en guerre. Y a qu'à regarder ce qui se passe dans la rue, hein, tous les jours, au quotidien. Alors, bien évidemment, il y a toujours eu un peu de larcin, il y a toujours eu, il y a toujours eu des voyous. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans un système où je dirais que finalement, on laisse faire, quoi, finalement. Parce que vu le nombre de larcins, de vols, de braquages, d'attaques de commissariats qu'il peut y avoir en France en ce moment, enfin en ce moment depuis déjà pas mal de temps, mais je dirais que ça s'accélère en ce moment plutôt, on est plutôt sur une phase d'accélération, où vraiment on rentre dans une nouvelle phase, où on est vraiment dans une phase de guerre interne, de guerre civile.
Il fomente également des attentats contre comment ça s'appelle, des prêcheurs musulmans qui n'ont pas forcément la meilleure des paroles. Hein, je suis pas en train de, mais ça, c'est pas forcément. Donc le gars, justement, le jeune en question, il avait envoyé Karl Foyer, il avait envoyé une lettre. Tiens, je vois que c'est revenu. Alors, je vais essayer de te refaire entrer, Alexandre. Ajouter. Karl Foyer qui a envoyé une lettre à Panamza, à Vincent Lapierre, j'ai vu aussi pas mal de monde, où il disait qu'il avait été pris je dirais, en otage finalement par des agents un peu particuliers qui lui ont demandé de faire ce genre de choses. Et donc, je pense pas que c'est du complot. C'est mon analyse euh, autorisée. Je pense, c'est mon analyse parce que je m'octroie encore le droit de penser. Euh, et oui, je pense que ça a été fait par le gouvernement, ça, pour Ah, attiser la haine entre les chrétiens, les musulmans, pour qu'on se mette. Ah, Alexandre, super, tu nous as rejoint. ouais, j'ai enfin réussi. Ah Voilà. bah, c'était compliqué, hein. Mais l'essentiel, Ouais, on y est arrivé. En tout cas, je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment très sympa. Et puis voilà, bah écoute, vu que bon, j'ai commencé un peu à te présenter. Bon, les gens te connaissent de toute façon, je pense, les gens qui sont abonnés à cette page, parce que à la base, les Sentinelles du Peuple, on était dans la rue fin 2016 avec les forces de l'ordre pour faire en sorte que bah, ils se retournent contre le gouvernement. Je pensais que ça allait arriver, on était à deux doigts, mais bon bah il y a eu des choses qui ont fait que bah, finalement bah, ça s'est pas produit et les les syndicats autres que Vigie justement, je dirais, ont porté une estocade à ce mouvement des policiers en colère et notamment récemment avec comment il s'appelle Yves, enfin je sais plus comment il s'appelle, et j'ai trouvé qu'il était pas du tout du côté des policiers justement au final, et qu'il était plutôt qui travaillait, je dirais à l'inverse. Moi, enfin, je dis ce que je vois par rapport à mes yeux de citoyen. Mais pour rebondir avec toi, Alexandre, aujourd'hui, moi, je suis complètement outré de ce qui t'arrive, de ce qu'ils font pour te faire taire, c'est-à-dire d'abord t'asphyxier économiquement et peut-être demain essayer carrément de te limoger je dirais de la police parce que justement tu es quelqu'un comme tu l'as dit, tu es quelqu'un qui a toujours été droit je dirais dans son travail. Tu as été très bien noté par tes supérieurs, si je dis pas de bêtises. Et ça, finalement, c'est dérangeant quoi pour l'oligarchie et pour notre gouvernement que tu sois bien noté. Donc aujourd'hui, pourquoi finalement ils t'ont suspendu? Qu'est-ce qui a fait qu'ils te suspendent? alors déjà merci. Je pouvais lire les commentaires de tout le monde et je pouvais entendre même si j'arrivais pas à me connecter. Voilà, donc je fais bonjour à tous ceux qui ont fait un petit bonjour sur le live. Ensuite, pourquoi ils m'en veulent? Bah, ils m'en veulent parce que quand on dit la vérité, on dérange en fait. Donc il y a trois motivations qui sont marquées ma suspension, mon exclusion temporaire de fonction de 12 mois, dont 6 avec sursis, si je n'arrêtais pas de faire du syndicalisme, donc 12 mois ferme en conclusion, vu que j'ai déjà continué. La première motivation, c'était le trucage des chiffres de la délinquance, qui était toujours rabaissé pour que certains directeurs touchent des primes ou aient des promotions. La deuxième chose, c'était les suicides dans la police nationale. Il ne fallait pas dire que la hiérarchie et l'institution policière étaient pathogènes et avaient sa part de responsabilité. En plein procès France Télécom, on peut constater que, bah, effectivement, il y a des institutions qui poussent au suicide leurs employés. Sauf qu'à la différence de France Télécom, c'est pas France Télécom qui enquête sur elle-même, mais la police, alors que nous, c'est la police qui enquête sur la police. Et à la différence de France Télécom, la direction de France Télécom est en correctionnel et on attend le jugement dans quelques mois, alors que là, c'est le lanceur d'alerte qui se retrouve à la porte de la police momentanément. Le troisième point officiel est le point, on avait dénoncé les agissements d'un médecin dans l'Est de la France, un médecin police qui agressait sexuellement nos collègues. Du coup, depuis, ce médecin a été condamné par la justice à 12 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer la médecine, fiché au fichier des délinquants sexuels. Et au final, la sanction est maintenue quand même parce qu'il ne fallait pas dénoncer les agissements de ce médecin, il ne fallait pas le faire, il fallait laisser en interne tout dans la marmite.
Et après, il y a les deux motifs qui ne sont pas marqués noir sur blanc. Le premier motif est depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on est un des rares syndicats de policiers à avoir soutenu le mouvement, parce que ça nous semblait cohérent de faire partie du peuple et d'améliorer le quotidien de tous. Là, ce qui se passe, c'est que ma convocation au conseil de discipline, qui a abouti à ma sanction le 20 juin dernier, est tombée à la sortie d'un plateau de télé sur CNews ou BFM, je ne sais plus. Et à partir du moment où on a été sous couvert d'une procédure disciplinaire pour nos prises de position diverses et variées, tous les médias mainstream ont eu comme consigne de ne plus nous inviter. Voilà. Et le dernier point est l'affaire Benalla, parce que nous sommes aussi là, pour le coup, le seul syndicat de police qui avons porté plainte et qui nous sommes constitués partie civile dans l'affaire Benalla. Et du coup, ça les embête énormément aussi. Et la sanction que M. Castaner m'a signifiée, il a choisi de la prendre le 21 juin, donc c'est pas anodin, c'est que le 20 juin au soir, j'étais d'envoyé spécial pour justement parler de l'affaire Benalla. Donc aujourd'hui, en fait, finalement, moi, ce que je perçois, encore une fois, en tant que citoyen, c'est que tu es finalement un ennemi de la République, pour eux, pour le Alors gouvernement. non, enfin, c'est comme pour eux, voilà. Après, je suis un ennemi du gouvernement si on veut, ça, il n'y a pas de problème. De la République, non, parce que j'aimerais bien justement, moi, quand je me suis engagé dans la police, comme beaucoup de mes collègues, moi, c'est engagé par conviction pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les gens puissent circuler en liberté, pour que bah, justement les plus faibles soient défendus. Et on ne s'est pas du tout engagé pour faire de la répression de tout mouvement social ou de contestation des décisions du gouvernement. Donc, au contraire, on se bat pour que la police redevienne républicaine et soit bien au service du peuple et non d'une élite complètement déconnectée des réalités qui nous détourne de nos missions dans des buts d'intérêt particuliers. Alors, peut-être cette question, tu l'as déjà posée, mais moi, la question que je me pose, en tant que citoyen français, comment ils font pour que les CRS réagissent de la sorte envers leur propre peuple? Parce que c'est vraiment une question que je me pose. Je veux dire, quelle est la motivation de ces gens qui sont donc des gardes républicains, hein, comment ils font pour faire en sorte que ces gens-là attaquent le peuple? Parce qu'aujourd'hui, il y a, alors je suis d'accord, enfin il y a eu quand même, mais aujourd'hui le sang versé a été quand même des forces de l'ordre. Enfin, et comment ils font pour faire en sorte que les CRS attaquent comme ça? Alors, il y a plusieurs choses. Sur un maintien de l'ordre, les policiers ne peuvent pas agir d'initiative. Ils agissent que sur ordre. En général, ils n'ont pas une vision d'ensemble de ce qui se passe sur un maintien de l'ordre, à part quelques exceptions près. Je vais prendre certains mouvements des Gilets jaunes sur Paris, notamment le 1er et le 8 décembre dernier. Mais après, ça s'est reproduit tous les week-ends quasiment. Les places d'arrivée sont nassées. C'est-à-dire qu'en fait, plus personne ne peut sortir de la place. Et les seuls à savoir que les policiers ont été placés de cette façon-là pour que personne ne puisse s'échapper, c'est ceux qui sont dans la salle de commandement. On a pu faire le test sur le terrain, demandant bah, par où on sort. Nos collègues CRS nous disent bah, il y a une sortie forcément, sinon ce serait contraire aux doctrines d'emploi, parce que s'il n'y a pas de sortie, c'est-à-dire que les gens vont être obligés d'être coincés et on aura beau leur tirer dessus, ils ne pourront pas évacuer à part en nous chargeant dessus. Donc il y a des gens qui manipulent à la fois la population et nos collègues en maintien de l'ordre sur ce point-là. Après, la deuxième chose également, c'est que sur le maintien de l'ordre, il n'y a pas que des CRS, il y a aussi des gendarmes mobiles, il y a des compagnies d'intervention, des unités de commissariat qui sont habillées comme des CRS, parce qu'il faut savoir que sous M. Sarkozy, les compagnies de CRS ont été divisées par deux en effectifs et les escadrons de gendarmerie mobile, il y en a la moitié qui ont été virés également. Du coup, c'est-à-dire qu'en maintien de l'ordre, aujourd'hui, ils sont obligés de boucher les trous avec des gens de commissariat, des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre et qui vont aussi également faire confiance aveuglément. La troisième chose aussi, c'est que il y a certains Donc, collègues, un on leur manque de demande de faire formation. des choses, par exemple, bien, déjà le manque de formation, et ça, le manque de formation est très criant, parce que les unités les plus ennuyées à l'heure actuelle sur, par exemple, des tirs de LBD sont les unités de la BAC, qui se prennent 50% à peu près des procédures, parce qu'ils ne sont pas du tout formés au maintien de l'ordre et très mal formés comme tout policier au LBD. Très mauvaise formation, on se comprend, c'est un tir de 5 balles tous les 3 ans. Donc, autant dire que ça sert à rien. Dans une zone en plus où tout est plat sur une cible fixe. Ensuite, il y a la formation. Donc après, les CRS sont un peu mis en cause parce qu'effectivement, ils sont mal formés au niveau du LBD, mais très bien formés au niveau du maintien de l'ordre. Et enfin, les gendarmes mobiles sont bien formés aux deux et ils sont quasiment pas incriminés. Donc pour le coup, il y a vraiment un vrai problème de formation. La deuxième chose également, c'est que je prends des comparaisons, les gendarmes en général sont plus performants et en tout cas plus protecteurs de la population parce qu'ils sont dirigés par des gens qui ont fait du terrain, qui savent d'où ils viennent. Donc, par exemple, le général qui dirige la gendarmerie à l'heure actuelle a commencé lieutenant. Par exemple, dans la police nationale, c'est pas du tout le même principe. C'est que nous avons des politiques et des bureaucrates qui sont à notre tête. Et le directeur de la police nationale à l'heure actuelle, M. Morvan, a commencé dans la police nationale le jour de ses prises de fonction en août 2017 en tant que directeur.
La même chose sur la préfecture de police. À l'heure actuelle, nous avons le préfet allemand qui est réputé pour ses prises de position en maintien de l'ordre très violentes, avec des chiens non muselés, un usage intensif des gaz lacrymogènes. Mais même chose, il n'est pas vraiment policier, ce monsieur. Il est devenu préfet de police parce qu'il est dans la corps préfectorale. Donc à partir de là, en fait, il y a d'un côté des gens qui sont dirigés par des gens de terrain et de l'autre côté, nous sommes dirigés par des politiques. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il y a quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte. Donc, je ne porterai jamais un jugement de valeur sur mes collègues, mais juste pour comprendre la pression psychologique qu'ils peuvent avoir sur eux. C'est que l'autre jour, par exemple, on a un collègue qui nous a dit, lui, il était dans un commissariat, on lui a dit, bah, par exemple, on a besoin de toi sur le maintien de l'ordre, tu vas prendre un LBD. Il est faire la remarque à son chef de service. Écoutez, moi, j'ai même pas l'habilitation LBD, je peux pas le prendre. Son chef de service lui répond, eh ben, écoutez, c'est pas grave, moi, j'ai un quota de LBD à déployer, donc vous allez le prendre. Et si jamais vous prenez pas le LBD, bah, pensez que vos vacances d'été avec votre famille, bah, je vais vous les décaler. Pensez que votre week-end avec les enfants, ce sera toujours le jour que je vais rappeler. Et je vais vous pourrir votre vie au quotidien de tous les jours. Et ce sera marqué nulle part. Ce sera juste des pressions, juste pour vous pousser à la dépression et vous foutre à la porte. Donc, en fait, il y a toute une pression psychologique de ce côté-là, avant d'arriver à des procédures disciplinaires comme je peux subir, ou d'autres collègues également qui n'ont pas réussi à les avoir par la discipline, ils ont viré pour des raisons médicales, avec la complicité de médecins, comme le médecin dans l'Est de la France. En échange qu'on le laissait faire ses agressions sexuelles en toute impunité, en échange, il mettait à la porte des fonctionnaires parfaitement aptes à travailler, mais qui avaient déployé leur hiérarchie, qui disaient bah, inapte médicalement, vous prenez la porte. Donc il y a tout ce côté-là derrière de ces pressions qu'on ne voit pas. Et après, les policiers essayent de gérer au mieux en se disant bah, moi j'aime mon métier, j'ai une famille à nourrir, donc je vais faire au mieux dans la situation pour passer à travers les gouttes et essayer de garder bah, des policiers qui sont rentrés par conviction. Mais c'est un jeu d'équilibriste à ce moment-là, parce que normalement, on devrait avoir défendre une hiérarchie exemplaire. Malheureusement, on a un ministre de l'Intérieur qui est tout sauf exemplaire, et ça commence à poser beaucoup de problèmes, tout simplement, dans la cohérence de notre institution. Donc, il arrivera un moment où, je veux dire, moi, j'arrive à comprendre ce genre de pression. Enfin, je suis pas dans les forces de l'ordre, bien évidemment. Enfin, je suis dans le civil. Mais ce que je te disais tout à l'heure, je me suis fait lourder moi également parce que j'avais des pensées divergentes. Avant ça, j'étais à mon compte, ce qui fait que j'avais pas droit à aucune aide. Et je me suis retrouvé 6 mois sans revenu quelconque. Donc ça a été très compliqué pour moi. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il arrive un moment où il faut effectivement, on a des enfants, on a une famille, il faut les nourrir, et je le comprends complètement. Euh, mais je pense qu'il arrive un moment où, si, bon, toi, aujourd'hui, je dirais que tu montres l'exemple à ces personnes-là. Et encore une fois, je te remercie beaucoup pour ce travail que tu effectues et tous les risques que tu prends au jour le jour, Alexandre. Mais aujourd'hui, il faut que tes collègues fassent de même. Et quand ils auront fait de même, je dirais que finalement, il n'y aura plus besoin de mouvement de gilets jaunes, il n'y aura plus besoin de tout ça, puisque ils auront perdu le contrôle de leurs forces de l'ordre, et il n'y aura plus qu'à, je dirais, les remercier gentiment, et puis derrière trouver d'autres solutions. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate encore une fois en tant que citoyen lambda, c'est que notre police, euh, il y a un problème flagrant. Je veux dire, aujourd'hui, on se rend compte que la France est un pays extrêmement violent, finalement, euh, et, euh, et le peuple reste encore une fois pacifique. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais il y arrivera un moment où, moi, ce que j'ai analysé encore une fois, c'est que il va y avoir un problème du côté policier par rapport, je dirais, au peuple, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mort côté policier, et peut-être qu'à ce moment-là, il va peut-être y avoir une loi martiale de déployer. Je ne sais pas, peut-être que j'extrapole beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, notre oligarchie, finalement, elle veut quoi? Instaurer finalement une loi martiale pour davantage de contrôle, davantage je dirais, de maîtrise au final. Donc, est-ce que, euh, est-ce que les forces de l'ordre, finalement, si jamais il y a un retournement de situation, va se ranger du côté de l'armée? Comment l'armée risque de réagir? Alors, je vais un peu loin hein, dans ma digression, mais c'est toutes des questions que je me pose. Et toi, qui es, je dirais, un peu enfin, qui est bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
L'armée, ils ont déjà essayé de la faire venir, hein. Castaner, il avait dit, je vais faire venir l'armée sur un week-end des Gilets jaunes, je ne sais plus lequel. Puis après, il a fait du rétropédalage en disant qu'il serait présent pour garder des monuments, enfin ce qu'ils font habituellement finalement avec l'opération Sentinelle. Donc ils avaient tenté, voir comment ça réagissait déjà d'envoyer l'armée. D'ailleurs, un syndicat de police l'avait demandé en disant, bah, pour soulager les policiers, envoyons l'armée. Nous, on était plutôt pour soulager les policiers, apportons une réponse politique et comme ça, on n'aura plus besoin d'assurer tous les week-ends un maintien de l'ordre. Donc, il y a deux points de vue différents sur ça. Après, les policiers, après, moi, je parle parce qu'il y a beaucoup de collègues aussi, dont je suis le porte-parole, j'allais dire, qui n'ont pas la même possibilité de parler, qui n'ont pas forcément, pour diverses raisons X ou Y, ne veulent pas être plus visibles que ça, mais c'est pas pour autant qu'ils en pensent moins. Ensuite, la chose suivante, effectivement, il y a une volonté gouvernementale, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on analyse dans notre syndicat, d'engendrer de la violence dans tous les sens pour justement qu'on se focalise que sur les violences. Et il y a un moment où ça a été très parlant de se laisser faire, c'est-à-dire que les gens qui viennent mettre le bazar dans le mouvement des Gilets jaunes sont quelques dizaines, voire peut-être centaines si on extrapole au large, mais il n'y en a pas plus. Mais par exemple, sur la place de République, il y avait à un moment une trentaine de neuneux qui ont crié suicidez-vous aux policiers. La place de la République était menacée à ce moment-là, c'est-à-dire que bon, c'est complètement contre-productif en maintien de l'ordre, mais là, pour arrêter ces 30 personnes, ça aurait été pertinent parce qu'ils pouvaient aller nulle part. Bon, bah, du coup, on n'a eu aucun ordre de les interpeller, nos collègues sur place n'ont rien eu, et après, nous avons eu des déclarations fracassantes de M. Castaner qui a dit oui, c'est intolérable, etc. Donc, on veut faire des envolées lyriques, le mieux c'est de faire ministre de la Culture et pas chef des policiers. Surtout qu'en parallèle, on avait des Gilets jaunes à Brest qui avaient fait une minute de silence pour tous nos collègues qui sont suicidés. Parce qu'aussi, malheureusement, dans la police, il y a tellement de pression que les gens ne s'y reconnaissent plus. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, a multiplié tous les problèmes internes de la police. Il y a heures supplémentaires accumulées, perte de sens de notre métier, ce qui fait que depuis le début de l'année, on n'est plus un de nos collègues qui se suicide toutes les semaines, mais un tous les 4 jours, ce qui prouve un malaise profond. Et à côté de ça, on a un monsieur Castaner qui nous met une ligne SOS Amie 24 heures sur 24, ce qui veut dire que personne ne va jamais appeler quand on est en moment de dépression intense, avec un directeur général de la police qui nous propose de faire des barbecues conviviaux, mais sur notre temps personnel, pas sur notre temps de service, bien évidemment, parce que du coup, on n'a pas que ça à faire. On n'a déjà pas assez de temps pour voir nos amis et notre famille. Il faudrait qu'en plus, on reste pour faire des barbecues conviviaux pour lutter contre le suicide. Donc, il y a tout ce malaise dans la police et les policiers, bah, en fait, n'arrivent plus à s'y retrouver, choisissent des fois le burn-out ou le suicide pour s'en sortir, pour avoir une cohérence dans tout ce qu'ils vivent. Nous, on préférerait le slogan de certains gilets jaunes, rejoignez-nous, nous semblait plus pertinent pour tout le monde. Donc, on ne sait pas où ça va aller. Malheureusement, dans la police, c'est un petit peu comme partout, les gens vont suivre. Si demain, il y a un grand mouvement populaire généralisé qui descend dans la rue, je ne vois pas les policiers s'opposer à ça, d'autant que nous avons un ordre de M. Macron qui a dit qu'il vienne me chercher. Donc, je vais dire, on s'exécutera bien volontiers devant les ordres présidentiels. Et donc, on ne sait pas où ça va vraiment terminer au final, mais la plupart des policiers comprennent ce que disent les Gilets jaunes, mais il y a à l'heure actuelle une volonté, voilà, de nous opposer, de nous diviser. Alors avec un petit conseil de lecture pour tous ceux qui disent, bah oui, mais depuis il y a de la violence, on a obtenu deux, trois choses, on parle de nous. Je donne toujours un conseil de lecture, même si derrière il y a la CIA, on peut penser ce qu'on veut. Ça s'appelle Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, tout seul et sans armes. Voilà, ils ont fait tomber Milosevic en Serbie, sans violence, justement, avec rassembler tout le peuple. Et une fois que tout le monde est dans la rue, bah, finalement, le dictateur, il est tout seul, quoi. Ouais, je te rejoins. Et puis d'ailleurs, pour rejoindre ce que tu dis, finalement, il y a 1% de la population qui en gère 99 autres. Et donc, si nous, on arrive, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même de la réflexion, on est des personnes intelligentes. Le problème qu'on a tous, c'est la division. Et ils font tout vraiment pour nous diviser, que ce soit bah, déjà le peuple avec les forces de l'ordre, hein, en fomentant, je dirais, les violences le samedi à Paris, que ce soit je sais pas, avec les religions, hein, que ce soit chrétiens, musulmans, juifs, bah, toutes les, que ce soit avec la Gay Pride également. Je veux dire, ils utilisent vraiment toutes les armes, avec le mariage pour tous, ils utilisent vraiment toutes les armes pour diviser le peuple. Et si nous, en tant que, je dirais, citoyens, on arrive à faire abstraction de tout ça, quelque part, on aura aussi gagné. Mais le problème, c'est je vois dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui n'y vont plus parce que le mouvement a changé de visage sur les derniers actes. C'était pas la même chose que je dirais en début du mouvement où c'était quand même un mouvement pur. Moi, j'ai des amis qui sont gendarmes et qui me disaient qu'ils étaient quand même à deux doigts de rejoindre le truc. Mais quand ils ont vu que ça partait, je dirais, un peu gauche, extrême gauche, bah, ils y ont réfléchi à deux fois et je dirais, bon, bah, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que
finalement, enfin, finalement, le mouvement des Gilets jaunes, je parle du mouvement, je ne parle pas forcément des gens qui sont dans la rue, je parle des gens qui sont à leur boulot, qui n'ont pas le choix, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il faut qu'ils bossent parce que s'ils bossent pas, ils peuvent pas nourrir leurs enfants, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à Paris faire des manifestations. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, bah, elles sont, euh, elles sont toutes gilets jaunes. Et moi, je vois autour de moi, quand on parle avec les gens, en règle générale, je dis bien en règle générale, sur 10 personnes, il y en a au moins 7 ou 8 qui sont gilets jaunes. Donc aujourd'hui, on peut dire que les gilets jaunes, c'est finalement la plus grande force politique de France. Et cette force politique, ils font tout pour la diviser. Donc en créant justement des violences, en organisant des violences, parce que ces violences finalement, enfin quand moi les manifestations, je les fais, hein, je les ai faites, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui marchent sans but et qui vont affronter des CRS. Et donc, quand on marche sans but et quand on affronte des CRS, alors le seul but qu'il y a, c'est se montrer. Voilà, quelque part, c'est peut-être un but en soi, mais pour moi, c'est pas ça le but en soi. C'est pas se montrer et s'affronter avec les CRS pour justement créer de la division entre le peuple et les forces de l'ordre. Après, il faut bien évidemment que les gens s'éveillent, et c'est ça finalement le plus compliqué, c'est que les gens s'éveillent. Et toi, tu fais partie des gens qui réveillent la population, et notamment les forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, malgré que ce soit tout trafiqué, qu'on soit biaisé à droite et à gauche, il y a quand même des algorithmes qui restent en place, c'est-à-dire quand on tape Alexandre Langlois, donc il y a forcément Vigie qui ressort, et puis il y a d'autres choses qui ressortent aujourd'hui qui t'accompagnent, que j'ai pu vérifier. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, mais aujourd'hui, pour encore une fois en revenir à toi, Alexandre, et je dirais à ton combat qui est finalement notre combat à tous. Moi, j'étais là récemment extrêmement outré par les gilets jaunes qui ont été embarqués, les 150 personnes qui ont été embarquées dans ce camp. C'est aujourd'hui en France, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement mal perçu. Je comprends pas, encore une fois. Alors je sais qu'il y a, il y a le poids de la hiérarchie, il y a tout un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est très lourd à porter de se dire bon bah si j'ouvre ma gueule, on risque de me limoger, on risque de me faire des problèmes, on risque de me suspendre et de plus avoir de salaire. Mais il arrive un moment quand je dirais les collègues policiers, bah, ils se rendent compte quand même qu'ils font un truc un peu bizarre là. Euh, je veux dire, ils peuvent pas. Alors c'est toujours très facile à dire, mais ils peuvent pas trouver la solution, se parler entre eux, de se dire putain, comment ça se fait qu'on. euh, c'est pas normal, tu vois. Euh, et aujourd'hui, la solution, bon, bah, c'est certain, la seule solution qu'on a encore une fois, c'est l'éveil. Et après, moi, je vais citer un autre livre qui s'appelle Réflexion sur la violence de Georges Sorel, que je vous invite à lire. Et je pense que de toute façon, aujourd'hui, on constate hein, les leviers de la politique, c'est la peur et la violence. Et aujourd'hui, je le vois par rapport aux Gilets jaunes. Par rapport aux Gilets jaunes et sur le terrain. Et puis finalement, euh, il y a aussi peut-être, alors il y a un ordre à tenir en France, c'est important, mais quand je vois tout ce qui s'est passé encore hier, je me dis, mais pour moi, le pays aujourd'hui est en guerre. Est-ce que tu es de mon avis ou pas, Alexandre? Bah, le pays est en guerre, c'est compliqué parce que par rapport à des gens qui vivent vraiment la guerre, on est quand même loin de ça. Alors Par contre, oui, on est sur mais des je veux dire, dérives autoritaires et on est quand même là aujourd'hui dans un aspect, alors peut-être, mais en tout cas, je veux dire, on y va droit dedans, quoi. Je veux dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, on arrive vraiment euh, dans un état où on est classé combien en rang, violence? 66e aujourd'hui, je crois, mondial, en je sais plus, France. on est mal classé parce que même j'avais l'autre jour une anecdote, j'ai été interviewé par un journal hongkongais il y a 15 jours
ainsi qu'un commandant américain, parce qu'au Hong Kong, ils se plaignaient des violences policières, que c'était un scandale, etc. Et finalement, à la fin de l'article, la conclusion du journaliste, ça a été le pays le plus violent entre les États-Unis, la France et Hong Kong. On était les champions du monde. Parce que là-bas, par exemple, la violence policière a été ressentie avec un tir de 150 grenades lacrymogènes en 15 jours sur 2 millions de manifestants. 1er décembre à Paris, 13 500 grenades de lacrymogènes tirées juste à Paris sur 7 000 manifestants officiels selon le ministère de l'Intérieur. Donc à partir de là, on est au-dessus de tous les taux et de tout ce qui peut se pratiquer dans le monde, y compris dans un régime Hong Kong où il y a la Chine qui est derrière. Donc, effectivement, au niveau violence, on bat tous les records. Après, il y a là, au niveau de entre guillemets, de la résistance civique des policiers, c'est possible si les gens arrivent à se parler dans des anciennes compagnies de CRS où tout le monde se connaît. Par exemple, il y a eu un déplacement de Madame Schiappa et de Monsieur Nunes qui avait été prévu à côté de Tours. La compagnie de CRS qui devait assurer la sécurité du déplacement, ils sont tous mis malades le même jour. Enfin, Ouais, ils ont dit, et puis après, une fois que le déplacement était passé, ils allaient mieux. Mais après, en fait, c'est toujours pareil. Il faudrait que la solidarité s'organise au sein des policiers, au sein des services, pour que les gens, bah, ils se mettent tous ensemble à le faire en même temps. Parce que si tout le monde se met en même temps, du coup, c'est celui qui ne le fait pas qui passe pour la brebis galeuse. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'administration a tout fait pour nous diviser aussi en interne en disant pense à ta prime, pense à ta mutation, pense à ton avancement, pense à plein de choses en fait. Pense tout simplement à pas te faire virer de la police. Et avec tout ça, il y a toute cette pression qui fait que bah, on n'arrive pas forcément à s'entendre en se disant ah ben si je tire bien les pompes, peut-être que j'aurai ça avant l'autre ou que j'aurai ci. Donc il y a toute cette mentalité individualiste dans un service public comme la police nationale où justement on ne devrait pas être individualiste mais travailler en équipe. Donc même ça, d'un point de vue opérationnel, ils ont réussi à le casser pour leurs petits intérêts personnels. Donc, et après, pour revenir sur ce que je disais, plus qu'en guerre en France, moi je pense plutôt qu'on dérive vers quelque chose qui ressemble plus à de l'autoritarisme, voire du totalitarisme. Mais en tous les cas, donc c'est plus une dérive. Finalement, on n'est pas en guerre avec un ennemi extérieur ou voilà. Il y a une purge de l'ennemi intérieur comme ça se faisait en URSS. ouais, je pense que là, l'autre jour, je sais plus avec qui j'en parlais, mais comment on pourrait faire pour organiser un tribunal populaire sans forcément qu'il soit présent, hein. On ne demande pas à ce qu'il soit présent, mais un tribunal avec des juges, des juges non francs-maçons, des magistrats non francs-maçons, des choses tout à fait neutres. Et je pense que point de vue populaire, à mon avis, le peuple apprécierait. Et je dirais tous ensemble, quand on veut quelque chose, on peut le faire. Euh, est-ce que tu penses que, est-ce que ça semble possible pour toi en tant que policier ou pas? Est-ce que tu penses qu'on a la possibilité de créer un tribunal populaire avec des juges, des magistrats, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, non francs-maçons, même à la limite avec des avocats, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, et en ressortant tous les méfaits de notre gouvernement, hein, et puis on va commencer par eux, puis après on montera petit à petit. Mais par exemple, je dirais sur le fait, ne serait-ce que sur le fait de brader la France devant les autoroutes, d'essayer de vendre un épée, de brader nos institutions. Là, j'ai vu encore un bâtiment qui avait été estimé à 829 000 euros, qu'ils ont bradé à 29 millions d'euros. Enfin, ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des faits, on a des choses concrètes. Tu prends Macron, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi là-dessus, mais j'en ai d'ailleurs discuté avec des juristes, notamment sur la Constitution, et que Manuel Valls, le 5 décembre 2016, ait réuni les pouvoirs et la justice avec son décret. Alors effectivement, tu vas me répondre que ça a été changé le 25 mars après, mais je veux dire, entre-temps, Macron a été élu. Pour moi, il y a l'article 16 de notre Constitution qui nous dit explicitement que si pour faire simple, si tu réunis les pouvoirs et la justice, il n'y a plus de constitution, quoi. Et à partir de ce moment-là, s'il n'y a plus de constitution, ça veut dire que Macron et tout son gouvernement, les 577 députés, 348 sénateurs, n'a pas lieu d'être. Et tout ce qui est fait d'ailleurs aujourd'hui, finalement, n'a pas lieu d'être non plus. Tous les jugements, puisque au final, il n'y a plus de constitution, puisqu'ils ont violé la constitution. Alors, la Constitution, il parle de séparation des pouvoirs et en France, en tous les cas, la justice n'a jamais été un pouvoir, ça a toujours été l'autorité judiciaire. Et après, à l'heure actuelle, par contre, il y a eu une dérive où cette autorité n'a plus son indépendance réellement, vu que c'est Monsieur Macron l'a d'ailleurs toujours dit, ainsi que Madame Belloubet, la justice est aux ordres du pouvoir exécutif, notamment les procureurs, et ils doivent prendre leurs ordres directement de l'exécutif. Donc à partir de là, ça pose problème, et on a vu même que ça allait plus loin, c'est que c'est la première fois qu'un procureur de Paris qui s'occupe de quasiment tous les dossiers
un petit peu chaud est nommé directement par le président, contre la volonté du garde des Sceaux et du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, effectivement, il y a une dérive. Après, de là à dire qu'il n'y a plus de constitution, c'est parce que quelqu'un écrit. Je veux dire, tant que c'est des écrits de chacun, on peut se dire, bah, lui, il a écrit ça, lui, il a écrit ci, et on arrivera dans un débat sans qu'une tête. La vraie question, c'est comment on garantit les libertés de chacun, et à l'heure actuelle, elles ne sont plus garanties. D'ailleurs, même c'est M. Valls qui avait commencé ça également. Les policiers, dans le code de déontologie de 1986 qu'on avait, on était garant des libertés individuelles, et M. Valls a rayé ce gros mot de garant des libertés individuelles par garant des lois. Voilà, comme ça, dans les lois, on met bien ce qu'on veut, y compris les choses les pires. Et la deuxième chose qui a fait que confirmer ça, également, M. Valls a fait une petite dérive sémantique. Avant, nous étions garants des institutions, défenseurs des institutions de la République. Maintenant, nous sommes défenseurs des institutions, il n'y a plus le mot République, et des intérêts nationaux, qui sont donc déterminés par les gens au pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, on avait encore une conception d'une police qui était au service du peuple, et M. Valls a changé ça en rayant les deux mots les plus importants, liberté individuelle et République, pour nous placer directement au service du pouvoir en place. Et à l'époque, on avait alerté tout le monde, c'était en 2014, ça a fait ni chaud ni froid à la grande majorité des gens, donc y compris les journalistes qui auraient censés relayer l'information. Et après, du coup, n'ayant pas de relais médiatique, le grand public n'a pu plus savoir déjà qu'on était en train de le truander sur ses droits fondamentaux. Donc il y a toutes ces dérives qui posent un sacré problème. Et après, donc sur le reste, non, je ne pourrais pas prendre parti pour oui ou non. Après, c'est savoir est-ce que les règles sont respectées à l'heure actuelle de vivre en commun. Et alors malheureusement, elles ne sont pas respectées parce qu'il y a des gens en haut de l'État qui se permettent tout. Notamment, il y avait une réforme de M. Macron qui nous intéressait au niveau police, c'est que les gens à l'Assemblée nationale, les élus, devaient avoir un casier judiciaire vierge. Malheureusement, c'est un des morceaux du programme de M. Macron qui ne l'ont pas mis en place, ce qui pose un problème en tant que policier, parce que bah, du coup, les gens qui font les lois peuvent, comme sous la mandature de M. Hollande, il y avait une députée qui avait un bracelet électronique, font des lois, mais en fait, eux-mêmes ne la respectent pas, ou sont carrément blanchis de tout. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui ont pu détourner des centaines de milliers d'euros, ils auront juste un petit rappel à la loi, une amende, et à côté de soi, on va devoir mettre en prison, on va devoir présenter la justice, mais la justice mettra en prison quelqu'un qui a volé un paquet de riz pour se nourrir. Ouais. Donc en fait, il y a ce deux poids, deux mesures. Donc des gens qui sont au-dessus de tout, qui se fichent de tout, qui font les lois, et après, nous, au quotidien, ça complique largement notre travail, parce que bah, du coup, normalement, l'exemplarité vient d'en haut. C'est ce qu'on dit souvent. On dit, là, on est dirigé par des bureaucrates et des commissaires politiques dignes de l'URSS qui sont prêts à nous flinguer dans le dos pour nous faire avancer. Nous, on préférait suivre des Napoléons au pont d'Arcole. Ouais, alors justement, je rebondis encore une fois, tu vois, j'étais en train de retrouver le truc là. Donc, il me dit, là, c'est marqué, donc un décret passé discrètement daté du 5 décembre 2016 et signé par Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, permet au gouvernement de contrôler la Cour de cassation. La Cour de Ouais, tout à cassation, fait. la Cour de cassation, juridiction supérieure de l'autorité judiciaire, est placée sous le contrôle direct du gouvernement par l'intermédiaire de l'inspection des services du ministre de la Justice avec ce nouveau décret. Le premier président de la Cour, Bertrand Louvel, et le procureur général Jean-Claude Marin de l'époque demandent des explications sur la raison de ce décret. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre de juridiction français, la Cour de cassation juge en dernier recours les affaires civiles, commerciales, sociales et criminelles. Elle a pour rôle de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit. Son siège se trouve dans l'enceinte du Palais de justice de Paris, au niveau 5 du quai des horloges. La Cour de cassation a pour rôle de vérifier le contrôle de conformité d'un jugement aux règles du droit. Cette Cour, régulatrice s'assure que la loi est interprétée et appliquée de la même façon partout en France. Elle veille ainsi à l'égalité de chaque citoyen devant la justice. La plus haute cour de l'ordre judiciaire demande des explications au gouvernement Hollande. La Cour de cassation devient victime d'une atteinte manifeste au principe de séparation des pouvoirs. La Cour de cassation exprime mercredi 7 décembre son inquiétude 2000, face à une réforme judiciaire qui, selon elle, place la plus haute juridiction française sous le contrôle direct du gouvernement. Par simple décret du Ah, on Premier est ministre, d'accord. tu vois, par simple décret du. C'est pour ça, moi, la On est, question que je me pose, c'est parce qu'il y a quand même une justice expéditive, notamment avec les Gilets jaunes, notamment avec toi, parce que je veux dire, ça pinaille pas, quoi. C'est tout de suite, hein, tu passes, bim, allez, boum. Alors que normalement, ils sont censés. Enfin, alors c'est du disciplinaire, moi, hein. Pour le moment, la justice m'a toujours donné raison. Par contre, le gouvernement refuse d'appliquer les décisions de justice, même quand ils ont été condamnés. Donc on est encore sur un autre niveau. Donc bah, là, c'est du disciplinaire où je suis. d'accord. Mais enfin, aujourd'hui, tu es, au disciplinaire, mais demain, tu vas faire comme tout le monde, hein. Enfin, à mon avis, je veux dire, ils vont pas te Alors, ce qui les se doigts passe là-dessus.
pour être exact, l'année dernière, j'ai gagné pour discrimination syndicale. Monsieur Collomb et Monsieur Castaner, dans la ligne, dans la droite ligne, ont refusé de payer les dommages d'intérêt qu'ils me devaient. Ils ont dit, et alors? Bah, et alors, je sais pas, là, j'ai une décision de justice qui vous condamne, donc bah, faut payer maintenant. Donc, ils ont choisi de ne pas répondre. Après, la deuxième chose, je suis sous le coup de 7 procédures pour diffamation, parce que leur stratégie était de me faire dépenser l'argent du syndicat, le mien, et de m'asphyxier financièrement, en plus de me couper les vivres. Là, pour le moment, j'ai gagné enfin, j'en avais une huitième, mais j'ai gagné la première. C'était le médecin dans l'Est de la France, donc il m'en reste encore 7 en cours. Donc il y a ce côté-là, mais la justice, pour le moment, a donc relaxé dans l'affaire de diffamation. Ils m'ont donné raison pour la discrimination syndicale. Donc pour le moment, la justice n'a pas été, a été plutôt juste avec nous. Je veux dire, ils nous ont toujours donné raison. Également sur les diffamations, c'est qu'à chaque fois que c'est passé entre les mains du procureur, le procureur classait sans suite. Ils ont été obligés de saisir des juges d'instruction pour aller plus loin. Donc de ce côté-là, on est sur une autorité judiciaire, donc c'est pour ça séparation des pouvoirs, même quand la Cour de cassation en parle, en France, ça n'a jamais été un pouvoir. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est amusant, c'est que par exemple, tout le monde parle du judiciaire, mais depuis des années, on a la juridiction administrative qui est gérée par le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction quand on attaque l'État, quand on a un problème avec lui. C'est présidé le premier président et le premier ministre. Donc je veux dire, là, il y a même plus de, c'est marqué dans les textes, même s'il vient jamais, c'est le chef du gouvernement qui est le chef de la juridiction administrative. Et personne s'en est ému plus que ça, depuis des années. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse un petit truc en avant sur ça. Bon, après, effectivement, après, c'est plus que c'est plus qu'une séparation, c'est surtout l'indépendance qui est importante. Et l'indépendance, effectivement, ils l'ont de moins en moins. Parce que même sur certaines affaires, les juges d'instruction qui sont indépendants, Madame Belloubet leur rappelle que c'est elle qui va gérer leur carrière et leur avancement par la suite, même si sur leurs décisions qu'ils vont rendre, elle n'a aucun pouvoir. Bah, là, ce que tu es en train de me dire, quand même, ça rejoint l'article 16 qui dit toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de constitution. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Bah alors là, c'est ce que une, une fois de plus, la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire n'est pas un pouvoir. C'est quand, si jamais ils fusionnent en France, il n'y a que deux pouvoirs reconnus par la Constitution, c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc là, on pourrait dire qu'effectivement, ils sont un peu ensemble, vu que l'Assemblée nationale fait voter tout ce que veut l'exécutif. Mais c'est plus le côté de gérer par décret, c'est plus le côté donc, on a encore un semblant de constitution à l'heure actuelle, donc tout ce qui s'est passé reste encore valable à mon point de vue, mais après, c'est le problème des textes de loi, c'est qu'ils sont, on peut les tordre dans tous les sens pour leur faire dire ce qu'on veut. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait demain pour que justement on puisse faire avancer la société contre les intérêts particuliers de quelques-uns. Moi, Et je là, pense du coup, c'est quel que, que soit. excuse-moi, je me permets de te couper, je pense que Moi, je t'en prie. cette histoire de tribunal populaire, je, je pense que c'est pas. Après, c'est encore une fois, c'est mon analyse, hein, j'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, quoi. Le fait de les mettre devant le fait accompli, on les juge et on les condamne. Je veux dire, si le peuple, si on arrive à s'organiser, si des personnes comme toi, il y a tout un tas de personnes qui sont je dirais, des résistants aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous considérer comme des résistants, hein, je veux dire, pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Euh, il faut, alors, il y a qu'à, on sait que, mais je pense que vous avez la possibilité, on a la possibilité de regrouper des personnes qui sont magistrats. Il y a forcément des gens dans tout ça, d'ailleurs des gens que je connais aussi personnellement qui sont tiens, je t'invite à aller voir Fort Tabac l'abattu. J'avais fait une vidéo avec Thierry Borne où la remise en question des pouvoirs était soulevée par rapport à cet avocat. Notamment parce que Thierry Borne avait porté plainte contre la MSA concernant les 160 suicides d'agriculteurs annuels. Bon, il avait porté plainte sur d'autres choses et donc il était allé au tribunal. Je t'inviterai à aller voir cette vidéo. D'ailleurs, on en parle dedans de cette séparation, enfin, des pouvoirs et du pouvoir judiciaire, enfin tout ce qui va avec. Je suis pas un expert, hein, tu as pu le constater. Mais en tout cas, en tant que citoyen lambda français, ce que je perçois tous les jours, c'est l'inversion totale des valeurs. On attaque des gens comme toi qui sont extrêmement bien notés. On récompense des gens qui font des choses dont je ne citerai pas ici, là, enfin des véritables salopards. Euh, je, on est vraiment dans une inversion des valeurs totales aujourd'hui dans ce pays.
Et heureusement, encore une fois, qu'il y a des gens comme toi et d'autres qui sont là pour, encore une fois, éveiller les personnes. Et donc, pour parler de ta cagnotte, parce que tu as une cagnotte, je vais la partager sur la page. Donc, je vois qu'il y a 537 personnes donc, qui visionnent la vidéo. Faites quelque chose avec cette cagnotte, parce que Alexandre, ça va lui permettre, je dirais, pour lui et aussi pour résister. Et d'ailleurs, si tu pouvais nous en parler un peu plus, Alexandre, s'il te plaît. Bah, j'en parle parce qu'au final, c'est aussi une belle leçon de solidarité qu'on a donnée à Castaner. C'est qu'il a choisi aussi de me sanctionner pendant l'été, en espérant, en se disant, le mouvement des Gilets jaunes, c'est fini, les policiers vont être en vacances, les médias vont pas s'en occuper, et comme ça, il va être terminé. Au final, bah, j'ai lancé une cagnotte parce qu'il y a eu aussi quelque chose où là, c'est des gens mauvais qui nous dirigent, hein, et qui sont juste méchants, je vois pas d'autres termes. C'est que quand on passe en conseil de discipline, on peut demander à voir l'assistante sociale. Donc, j'ai demandé à voir l'assistante sociale qui a fait un rapport social sur ma situation personnelle, y compris l'impact de toutes les sanctions que ça pourrait avoir sur ma famille et mes deux enfants et ma femme. Résultat des courses, une fois de plus, Monsieur Castaner a détourné ce rapport qui est normalement censé protéger la vie privée pour s'en servir pour justement appuyer là où ça fait très très mal. À côté de ça, lui il demande qu'on respecte sa vie privée, qu'on va faire la fête au auto après 3 shoots de vodka. Voilà, donc c'est un peu l'image que ça donne. On peut attaquer la famille des fonctionnaires. Par contre, moi, je peux aller faire la fête et donner une image déplorable de la fonction de ministre de l'Intérieur. Donc au final, la cagnotte a été lancée. En moins de 3 jours, j'ai eu l'équivalent de mon salaire annuel. Donc j'ai remercié tout le monde, tous ceux qui avaient aidé. Donc ça fait un pied de nez à Castaner parce que du coup, au lieu d'être à 50% au syndicat, je vais pouvoir être à 100% du coup. Bon, moi j'aimais bien mon métier, c'était par choix que j'étais resté à 50%, mais comme monsieur le ministre insiste, bah, je vais faire que du syndicalisme du coup pendant un an. Et donc la deuxième chose, donc plus la cagnotte monte, plus ça énerve Monsieur Castaner, mais comme je l'ai bien précisé dans le petit texte, je suis pas là pour m'enrichir personnellement. Par contre, le syndicat Vigie a des combats à mener qui coûtent cher parce qu'ils essayent aussi, avec toutes les procédures judiciaires, de nous embêter. Donc on va continuer le combat pour le bien commun. Il y a des combats qu'on envisageait depuis un moment. Donc il y avait un combat sur les suicides qu'on va peut-être pouvoir mener à terme. Il y a un deuxième combat sur les gaz lacrymogènes qui concerne effectivement on aimerait bien faire condamner l'État pour avoir empoisonné les policiers, mais si les policiers ont été empoisonnés par ces gaz, la bonne nouvelle, c'est que nous, en tant que syndicat, on peut que s'occuper de notre profession, mais on espère surtout que tout le monde pourra s'en saisir derrière pour pouvoir faire valoir ses droits, notamment les manifestants et les riverains. Parce que si on est empoisonné, évidemment, tout le monde aura été empoisonné. Donc en fait, on a des combats qu'on est en train d'essayer de développer et on va pouvoir le faire grâce à cette cagnotte. Et puis juste le plaisir de voir Monsieur Castaner enragé, parce que le Parisien avait interrogé Monsieur Castaner sur cette belle sanction, de savoir qu'est-ce qu'il en pensait par rapport à la cagnotte, par rapport à la solidarité populaire. Sa réponse a été très éloquente, je ne fais pas de commentaires. Ouais, bah, de toute façon, et puis je l'ai même entendu dire quand il y a, comment il s'appelle, enfin le ministre, j'oublie son nom là, Éric Ciotti, quand il lui a dit, bah non, mais moi je dois rien au CRS, je leur dois pas les heures supplémentaires. Combien d'heures supplémentaires ils vous doivent? Alors il doit à la police nationale de façon générale 140 000 ans d'heures supplémentaires. Voilà, quand on parle en année, c'est beaucoup plus parlant. 140 000 ans? 1400 siècles. Et alors, Ouais, 1400 siècles d'heures supplémentaires, ce qui fait 25 millions d'heures sup. et est-ce que tu penses qu'ils vont les verser? Non? De toute façon, il l'a dit. Alors, ils ont essayé au contraire, de qu'ils allaient rien verser, même plus fort que ça, ils ont réussi à faire un jeu de bonne dose, qui sont très forts pour ça. Au mois de décembre, ils ont dit qu'ils allaient donner une prime gilet jaune de 300 euros aux fonctionnaires engagés le 1er et le 8 décembre. Finalement, par un tour de passe-passe, grâce, je dirais moi à cause, mais on va dire grâce avec ironie aux syndicats majoritaires qui ont négocié 150 euros d'augmentation tous les mois, ils ont dit cette prime, on la supprime. Par contre, les 150 euros d'augmentation, déjà, ils étaient bruts et pas nets. Et en fait, il n'y a eu que 30 euros d'augmentation nette qui ont été négociés, parce que le reste était prévu en échange de justement, on s'assoit sur nos heures sup et on s'assoit sur des cycles de travail non pathogènes. Donc, c'est-à-dire que même quand ils perdent, ils font croire à tout le monde qu'on s'est enrichi avec une prime gilet jaune, ce qui est faux. Mais après, ils essayent de négocier en disant on va vous augmenter, mais en échange, bah, vos heures supplémentaires, on va négocier pour pas que vous y touchiez. Et en plus, on va continuer de pourrir votre vie familiale et privée parce qu'on sait que vos cycles de travail sont pathogènes. Mais si on vous file 20 balles, peut-être que vous allez vous taire. Donc voilà, voilà, on en est sur la gestion interne des heures supplémentaires, surtout pas les payer. Et quand, Avec petite mention supplémentaire.
J'ai même un petit mention bonus parce qu'on a découvert ça. Sur nos nouveaux cycles de travail, ils veulent nous faire travailler 12h08 par jour pour certains cycles de travail. Et ils ont dit, mais on leur a dit, mais attendez, après, avec les délais de route, parce qu'on n'habite pas sur place, on en a pour 1 heure aller, 1 heure retour, on va se faire taper des journées de 14 heures. Donc, on va vachement moins être vigilant à la fin de la journée. La réponse a été, bah ouais, mais pendant les Gilets jaunes, vous avez fait des vacations des fois de 20 heures, donc vous êtes habitués maintenant. Donc même en fait, quand on se tape des trucs, on leur dit c'est destructeur pour notre vie personnelle, pour notre santé, ils arrivent à le retourner pour nous dire bah hey, maintenant on va le normaliser pour tous les jours. Ah bah de toute façon, c'est des businessmen, hein. Ils sont là pour faire du business. La France, c'est une entreprise. Et donc la police, c'est les gardiens, et c'est normal. Et puis de toute façon, demain, quand ils vont voir que le bouchon il va commencer à exploser, ils vont faire une annonce, une belle annonce, qui va rassurer tout le monde, qui va faire retomber la pression, et ils vont recommencer le même système, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver avec des tours de passe-passe en vous disant, bah non, c'est pas possible, on va peut-être vous offrir un peu plus de vacances, prenez plus de RTT, et ainsi de suite. Et ça, c'est un cercle vicieux qui nous emmène de toute façon droit dans le mur. Parce que si les forces de l'ordre ne réagissent pas assez rapidement, avec tout ce qui se prépare en ce moment, là, j'ai encore vu récemment, euh, enfin, ils nous préviennent, hein, il va y avoir un crash boursier assez violent. Alors, ils ne savent pas exactement quand, mais ça va pas tarder. Euh, enfin, je veux dire, si on reprend pas le contrôle assez rapidement de la France et de ses institutions, je parle de reprendre le contrôle des institutions, parce que tu prends par exemple l'imprimerie Arjo Viking qu'ils ont liquidée, qui imprimait donc les pièces d'identité, qui imprimait les cartes grises, qui imprimait les billets de banque, et donc ça a été liquidé, c'est-à-dire qu'en France, maintenant, on n'a même plus de souveraineté, euh, où on peut même plus imprimer de billets, maintenant c'est fini, c'est-à-dire que demain, on arrive à reprendre notre souveraineté au niveau parce que le pays n'est plus souverain, et pour moi, il y a une cinquième colonne à l'Élysée, hein. Si on demande, parce que si c'était pas le cas, on n'en serait pas là. Si demain on arrive à reprendre notre souveraineté, comment on va faire déjà comment on va faire pour imprimer des billets, parce que on a perdu la technologie là, et les gens qui ont construit ces machines, ils sont passés où? Tu vois, par exemple. Et ça, c'est tout des détails aujourd'hui où on va droit dans le mur, parce qu'aujourd'hui, il y a les violences, que ce soit les violences urbaines, hein, les braquages, les agressions gratuites, les vols à la tire, enfin tout ce qui est en explosion complètement, hein. Moi, j'habite la région lyonnaise, ça explose littéralement ici en tout cas. Donc, je parle de ça, je parle des problèmes, de graves problèmes économiques, ce qui a pénètre finalement le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas aveugle, hein. On voit bien que pour moi, enfin, c'est une mafia qu'on a là-haut, qui a le pouvoir sur la France, et qui fait ce qu'il veut. Avec tout le monde, notamment avec les forces de l'ordre, en leur mettant la pression, comme tu as pu nous citer, c'est-à-dire tu fais pas ça, fais attention, on va pas faire bouffer tes gosses, et t'iras pas en vacances, et en plus je vais te virer, et tu vas te virer pour faute grave et lourde, et en plus tu n'auras pas de chômage, tu auras droit à rien. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est comme ça qu'ils tiennent les forces de l'ordre, et qui tiennent aussi parce que on a les forces de l'ordre, mais il y a la population en règle générale qui est tenue aussi comme ça, hein, qui doit avancer. Et encore une fois, parce qu'avec des c'est vrai qu'on coupe beaucoup de bois, et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Euh, mais si on n'arrive pas à reprendre le contrôle tout de suite de nos institutions, que ce soit par le légalisme, euh, peu importe, encore une fois, j'invite à lire Georges Sorel, parce que ce livre est vraiment très intéressant, hein. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. De toute façon, la situation est telle que nos enfants, moi j'ai 2 enfants, ils vont vivre dans un pays malade, et davantage. Quand tu prends par exemple la Grèce, la Grèce est un laboratoire de l'Europe. euh, et quand on voit ce qui se passe en Grèce économiquement, où ils vendent les îles, où les gens, ils sont vraiment, ils ont vendu quand même des îles classées, enfin, pour faire des hôtels, quoi. Et la France, aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils bradent vraiment tout, hein. D'ailleurs, on va bientôt nous enfin, on nous interdit déjà de circuler. Ne serait-ce que par des vieilles voitures où tu n'as plus le droit d'aller à Paris. Maintenant, il va y avoir des péages que moi, j'assimile ça comme des checkpoints, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, tu passes pas.
et notamment sur les routes nationales, parce qu'ils ont parlé de nationaliser les routes nationales. Moi, je trouve ça scandaleux que, enfin, pas que moi, mais tout le monde, enfin, tu vois ce que je veux dire? On arrive à un degré de pression aujourd'hui où c'est pas loin c'est pas loin d'exploser quand même. Euh, mais dans le mauvais sens des choses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une force qui arrive à reprendre le contrôle de nos institutions, mais sainement, pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour remettre des choses dans l'ordre, je ne parle pas forcément de l'armée, hein, je ne parle pas forcément de la police. La police, elle va être là pour nous aider à récupérer le pouvoir. Euh, Quand je dis récupérer le pouvoir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas à remettre de l'ordre dans notre pays, c'est-à-dire prendre les gens, les prendre, les juger, les mettre en tôle, hein, tout de suite, et puis remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire les remettre les choses à leur place. Par exemple, là, bon, je vais un peu loin, mais quand il y a encore des œuvres d'art qui ont disparu dans l'Élysée, mais c'est un scandale. Je veux dire, les mecs, ils vont là-bas, ils se servent, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent des tableaux à 500 000, des bibelots, des chaises, des commodes Louis VI, enfin, des trucs de dingue. Et ce qui est impressionnant, c'est que personne ne dit rien, tout le monde le sait, et tout le monde laisse faire. Et ça, c'est un détail. Et c'est tout comme ça aujourd'hui en France. Euh, Tout est comme ça, que ce soit dans nos institutions, hein, on voit la police, bon, bah, c'est une catastrophe, hein, et les mecs, ils ont des voitures, elles sont complètement défoncées, ils passent les pieds dedans. Moi, j'ai des amis policiers, des amis gendarmes, leur hiérarchie leur dit non, fais ce qu'on peut en poursuite parce que tu pourrais abîmer le camion pour lequel tu es là pour verbaliser les gens, donc ça, c'est pas fait pour faire des poursuites. Les mecs, ils ont des turbos qui marchent même pas, donc ça veut dire que si demain, il y a un vrai larcin, un vrai crime, ils pourront même pas assurer le truc. Les routes en France, elles sont complètement défoncées. Il n'y a plus, à part les autoroutes, hein, parce qu'on les raque très cher. Donc, ils se disent quand même, on va faire comme. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans. Si on ne reprend pas le contrôle de nos institutions, et encore une fois, je te remercie parce que, Alexandre, tu participes à l'éveil des gens et à te mettre en danger et prendre des risques tous les jours au quotidien, aussi en discutant sur cette page, hein, parce que c'est pas forcément moi j'ai une ligne, je suis pas j'ai une ligne politique où finalement ce que je veux c'est réunir les forces de l'ordre avec le peuple pour reprendre le contrôle je dirais de la France quoi. C'est ça que j'aimerais. Et puis après, bon, bah, t'as des gens comme Étienne Chouard qui ont des solutions, qui nous amèneront des solutions. Il y a tout un tas de gens intelligents qui ont des solutions à ça pour avancer intelligemment. Tu prends, je crois que c'est au Danemark où les mecs, on voit exactement tout ce qu'ils dépensent au jour le jour. Ils se déplacent en vélo. Enfin voilà, tu vois, c'est des fonctionnaires quoi. Et aujourd'hui, ça, les gens en ont conscience. Je sais que les forces de l'ordre en ont conscience, mais le problème, c'est que finalement, on résume ça à quoi? Au courage. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as du courage, Alexandre, qui te met en danger. On résume tout ça au courage. Bah, au courage, non. Bah, moi, c'est même pas arrivé par du courage ou de me dire je vais faire ça. Je me suis dit que c'était la suite de mon travail de policier, en Oui, fait. mais Ne je veux retrouvant dire, plus dans enfin, mon travail, je me suis dit, faut quand bah, même, je me suis c'est ta suite de travail de policier parce que tu es comme ça, mais je veux dire, pour faire ça, il faut, je veux dire, tu aurais très bien pu faire comme les autres et te mettre de côté, faire ton truc, aller. Non, t'as eu du courage de faire ça. C'est du courage. Ah, après, j'ai du C'est pas courage une de faire ça, flatterie, oui, si on veut, mais après, c'est parce qu'il y c'est pas avait. une flatterie, Alexandre. Il y a, il y a- C'est pas une flatterie, c'est un Non, non, fait. je sais bien, mais j'ai du courage. Oui, si on veut, il y a du courage, mais après, c'est parce qu'il y avait des collègues qui m'ont fait confiance pour me porter leur parole. Il y a eu un engouement plus large que dans la police. Donc, en fait, le courage, il n'est pas venu tout seul. C'est parce qu'il y a un soutien derrière. Il n'y aurait pas de soutien, j'aurais démissionné de la police et je serais allé faire autre chose. Donc, à partir de là, j'ai vu des petites questions dans le live. Pourquoi les gens démissionnent pas? Bah, tout simplement parce qu'il y en a qui croient dans une police encore républicaine et démocratique au service du peuple. Il est hors des questions qu'on quitte le navire tant qu'il y a une chance de sauver cette police pour redonner les missions pour lesquelles on s'est engagé. Donc après, nous, on en est là. Après que la police, en fait, si jamais on veut qu'elle rejoigne le peuple, ça s'est fait dans des endroits différents et variés du globe. Il faut qu'il y ait un mouvement massif de gens, et massif de gens le plus pacifique possible, c'est que tout le monde descende dans la rue. À ce moment-là, devant l'évidence même qu'il n'y a pas besoin de compter que le peuple est de ce côté-là, voilà, tant qu'il y aura la technique qui est utilisée à l'heure actuelle, diviser les gens pour mieux régner, la police ne changera pas, enfin ne prendra pas parti. Donc il y a aussi ça à regarder de façon plus large. Après, j'en profite aussi parce que je vois des petites questions sur Vas-y, le live en Alexandre, hein. même Vas-y, temps. réponds. Euh, je-
Je vais répondre à deux, trois questions Ok, qui sont ok. revenues. Donc, où est Steve? Bah, c'est une vraie bonne question. Je dois faire une petite vidéo pour poser la question d'ailleurs à Monsieur Castaner. Je devais le faire la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps, je vais le faire cette semaine. Parce que quel que soit ce qui s'est passé par exemple à Nantes, la question, la minimum serait de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme en fait. Et d'aller le chercher et de mettre en place les moyens de rechercher. Après, on pourra toujours débattre, oui, qu'est-ce qu'il a fait, il est alcoolisé ou pas. On s'en fiche, c'est un être humain qui mérite qu'on aille le sauver, c'est le rôle de la police. La deuxième chose que je vois, on va poser, il y a deux, trois questions qui sont arrivées sur Rogenfort. Le Rogenfort, à l'heure actuelle, effectivement, il y a des unités qui sont déployées, c'est les gendarmes français, parce qu'en fait, ils ne refont pas les blindages de leurs véhicules et les autocollants et leurs uniformes en fonction qu'ils travaillent en France ou avec Rogenfort. Donc voilà, mais il n'y a pas d'unité étrangère déployée sur le sol français à l'heure actuelle. Voilà, c'était les deux petites questions qui étaient revenues régulièrement, donc j'en profitais pour y répondre. Qu'est-ce que tu... Là, le jour, je suis tombé sur une vidéo de, comment il s'appelle, de Zemmour, et qui parlait de l'opération Ronce. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Donc si tu m'éclaires un petit peu, je te dirais peut-être sans le En fait, nom, mais l'opération sinon, Ronce, c'était vas-y, dis-moi clairement... ça. c'était, il y avait un groupement de forces de l'ordre qui était prévu, qui était là, prêt à interagir pour remettre de l'ordre dans les quartiers, c'est-à-dire faire des rafles. C'est ce qu'il disait, hein. Non, j'en ai pas entendu parler. Oui, bah après, j'en ai pas entendu parler. Ça m'étonnerait que ce soit organisé parce qu'à l'heure actuelle, la politique, plutôt dans les banlieues difficiles, c'est surtout de se cacher la face et de déployer les gens ailleurs. De toute façon, il n'y a plus assez de policiers. Les effectifs de police sont calés pour assurer la sécurité de la population et la répartition de la population dans les années 70 en France. Donc, à partir de là, il y a complètement un décalage avec la réalité. Comme les chiffres de la délinquance sont en plus truqués, je reprends l'exemple par exemple à Marseille, où il disait tout va bien, il n'y a rien à voir, rien à signaler. Le lendemain, il se tirait dessus à la Kalachnikov dans la cité. Donc la priorité n'est pas du tout d'aller rétablir l'ordre dans les quartiers, à part certains. C'est là on est dans de la communication. Ils ont lancé les quartiers de reconquête républicaine, donc 30 quartiers. Et en fait, ils vont focaliser l'attention sur ces 30 quartiers pour surtout qu'on ne parle pas de tous les autres qui sont en dégénérescence et dont la population là-bas aimerait bien justement avoir un petit peu d'ordre et de sécurité. Donc on est sur de la communication, de la propagande, mais on n'est pas du tout dans une action de grande ampleur à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, alors aujourd'hui, tu as donc t'as Castaner qui est derrière toi, mais demain, de toute façon, à ton avis, Castaner, tu penses qu'il va rester encore combien de temps en place? Parce que là, son utilité commence à être un peu cramée, quoi, hein. Enfin, euh, non? Voilà, j'ai perdu mon pari. Moi, j'avais dit qu'il limogerait après les élections européennes. Donc, on m'a dit non, il va rester jusqu'au municipal parce que c'est un bon petit soldat du président de la République. Donc, maintenant, je me prononce plus Ouais. sur sa longévité à ce poste-là. Par contre, il est unanimement décrié comme le plus mauvais ministre de l'Intérieur de la Ve République. Alors, à certains plus anciens m'ont dit qu'il y en avait un autre qui était aussi mauvais, mais pas pour les mêmes raisons, qui s'appelait Paul Quiliès, que je n'ai pas connu et qui ne m'a pas marqué non plus, que j'en avais même pas entendu parler avant. Non, mais là, de toute façon, enfin, tous ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, ils vont laisser une trace dans l'histoire si, enfin, si on gagne, parce que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc par ce biais, ils effacent le reste. Mais si, admettons, on devait gagner, hein, parce que euh, l'histoire qu'ils vont laisser, la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire, tous ces gens-là, tous ces traîtres qui sont au gouvernement, qui travaillent vraiment contre les intérêts de la France, contre les intérêts des Français, euh, mais ils en ont absolument rien à faire. Enfin, je veux dire, à moins qu'ils se disent, bah, de toute façon, on a déjà gagné, c'est tout tracé, on y va, ce qu'ils disent, on s'en fout, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. De toute façon, c'est comme ça, et c'est pas autrement, hein. T'as beau Ouais, mais de quoi que ce soit, la ligne elle est tracée et ils vont au bout. Ils font rarement, et quand ils font marche arrière, c'est pour prendre deux fois plus de vitesse derrière. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'analyse ça comme des fins négociateurs. C'est des fins négociateurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils savent ce qu'ils font et ils avancent vraiment pas à pas, tranquillement, sans que ça se voit. Mais le truc. Et puis là, par contre, je trouve que maintenant, ça se voit un peu plus. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes sont nés, pour ma part. Et aujourd'hui, toi, Alexandre Langlois, tu as une part importante, je dirais, parce que toi aussi, tu es en train de laisser, t'es en train de laisser une marque quand même dans l'histoire, parce que tu es un policier qui est là avec le peuple, qui a compris ce qui allait pas, qui met les choses en lumière, notamment sur le médecin, le médecin de la police là, qui faisait des agressions sexuelles, ce genre de choses. Bah, les lanceurs d'alerte, par défaut, bah, ils sont
forcément attaqué, réprimé, violenté, disqualifié. Et toi, aujourd'hui, tu commences à gravir les échelons de la résistance vraiment. Et plus le temps va passer, de toute façon, et tu le sais, plus tu vas être attaqué violemment, parce que tu dénonces des vérités, et les vérités à dénoncer, ben, c'est pas bon, ils aiment pas ça du tout, hein, parce que surtout que toi, tu es d'autant plus crédible que tous les autres qu'on peut entendre parler, hein, je ne vais pas les citer, parce que justement, tu es de la police, tu es des forces de l'ordre, tu as un syndicat donc, qui s'appelle Vigie, qui est vraiment, enfin moi je te suis hein, depuis le début finalement. J'ai été connu grâce à Jade Gallet, hein, qui fait d'ailleurs que je vais remercier aussi, qui fait un super boulot en Guadeloupe, qui est une résistante aussi, qui fait vraiment un travail. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Jade Gallet, qui a été bannie de Facebook, mais vous pourrez la trouver sur YouTube. Et puis, bon, bah, il y a tout un tas de personnes aujourd'hui euh, qui, euh, qui, euh, qui ont compris les choses et qui avancent en très bonne intelligence. Et ça, c'est quand même rassurant. Et toi, Alexandre, encore une fois, tu es la personne aujourd'hui, euh, finalement clé, qui est là pour réconcilier. Alors, c'est peut-être utopique par rapport à tout ce qui se passe, mais réconcilier la police, le peuple avec la police. Parce qu'il faudra de toute façon qu'on passe par la réconciliation aujourd'hui, parce que le peuple est vraiment opposé aujourd'hui fermement à la police. Hein, et ça, je dirais que finalement, notre gouvernement a réussi son pari, vraiment opposer les forces de l'ordre au peuple. Comme ça, il n'y a pas de problème, il y aura toujours bataille entre les deux, et puis ça fera un peu de sensationnel, et puis tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à passer. Alors, la solution, on l'a tous finalement, on l'a tous cette solution, faut qu'on travaille ensemble et qu'on la trouve à réunir le peuple, quoi, avec les forces de l'ordre. Après, c'est utopique, mais il faut quand même un peu d'utopie dans la vie parce que si on n'a pas, ça conduit à des personnes qui se suicident, notamment dans la police, pour rebondir là-dessus. Et toi, tu vas. D'ailleurs, aujourd'hui, par rapport à ça, comment tu vas t'y prendre et comment on peut t'aider aussi? Bah, aider, c'est déjà montrer à Castaner que les Français, même s'ils sont pas forcément dans la rue, ils veulent une autre police, ils veulent une police qui est à leur service, qui peut assurer leur liberté d'expression. Et après, justement, une fois que la liberté d'expression est garantie, eh ben il y a un débat public, un débat politique, et c'est là que les solutions arrivent. Et à l'heure actuelle, on refuse ce débat politique, on refuse ce débat public pour le remplacer par la répression en disant, bah, nous, on a raison, parce qu'on est au gouvernement, parce qu'on a la force publique avec nous. Donc déjà, rien que remettre le rôle de la police pour lequel mes collègues et moi on s'est engagés en grande majorité à protéger les gens. Et après, les solutions sortiront ce qu'elles seront. On n'est pas là pour faire de la politique, nous, en tant que syndicat de policiers ou policiers, mais permettre justement à la politique, dans le bon sens du terme, de s'exprimer, ce qui est impossible à l'heure actuelle. Ensuite, comment aider? Bah, on va sans doute on va déposer les procédures, qu'il y aura les jugements, s'il y a du monde qui peut venir durant les audiences, ça fera toujours plaisir et ça montrera qu'on ne se désintéresse pas de la chose. Après, il y a ceux qui bien qui peuvent, c'est donner à la cagnotte pour qu'on puisse lancer des procédures juridiques. Après, c'est si vous pouvez juste cliquer sur ceux qui sont sur Facebook, cliquer j'aime la page Vigie, plus il y en a, plus ça fait du urticaire à Monsieur Castaner. Sur Twitter, même chose. Après, relier les informations relayer les informations, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est en éveillant les consciences qu'on arrive à ce qui se fait, parce qu'en fait, ils avancent même pas masqués. Le détournement de nos missions dans le code de déontologie de 2014, c'était marqué noir sur blanc. La loi renseignement qui est au service du Premier ministre, avec il peut mettre sur écoute qui il veut, ça a été également marqué noir sur blanc. Monsieur Castaner qui dit tous ceux qui viendront manifester seront complices des casseurs, enfin, il l'a dit sans se cacher, donc c'est relier toutes ces informations pour montrer les dérives. Après également sensibiliser les gens, parce que j'ai vu aussi tout à l'heure, je ne sais plus où, vous m'avez parlé des voltigeurs dans les commentaires avec les nouvelles unités de moto qui s'appellent les Braves. Il y a aussi ce côté pour éviter qu'il y ait une cohésion police, ils demandent des volontaires pour faire partie de ces unités. Donc, quand on demande des volontaires pour faire partie d'une unité de voltigeurs, effectivement, ce sera des gens attirés par un certain profil qui ne seront pas dans le profil dont on est en train de parler ce soir. Et à côté de ça, on seront plus difficiles à retrouver parce qu'il n'y aura personne pour les freiner dans leur unité, vu qu'ils auront tous choisi d'être parmi les voltigeurs pour la même raison. Donc, c'est pareil, c'est de casser les unités qui existent, qui peuvent des fois trouver un compromis ou freiner les ardeurs de quelques-uns, pour les regrouper dans des unités ensemble, pour justement qu'ils s'encouragent dans leurs ardeurs. Alors là, je vois une petite question sur les numéros
matricule de mes collègues sur les manifestations, etc. Enfin, de façon générale, j'en profite pour y répondre. Ça, c'était un coup de com' du gouvernement de Monsieur Hollande, hein, parce que ça a coûté plusieurs millions d'euros pour mettre des petits numéros, sachant que l'IGPN peut facilement retrouver un fonctionnaire de police en un quart d'heure en regardant qui était où, à quel endroit, et qu'après, si jamais dans les 6 qui restent dans l'unité, personne veut se dénoncer qui a fait la faute professionnelle, bah, tout le monde est complice, et puis voilà. Donc en fait, c'était un faux problème, et en plus, petit bonus, le port du matricule est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction si on ne le porte pas, sauf une sanction à l'appréciation de l'administration. C'est-à-dire qu'on est dans l'étape de la loi de Moïse quand il descend du mont Sinaï et qui dit voilà, maintenant, faut que tu voleras point. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je vole? Bah, on ne sait pas, on n'a pas vraiment défini le truc. Donc, on est un petit peu sur ça, sur le port du matricule, mais en fait, c'est un faux débat. Si l'IGPN, qui normalement n'a plus de base légale en France depuis 2014, était dissoute avec un vrai contrôle citoyen, on n'aurait pas ce problème, en fait. Le port du matricule est anecdotique. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, Je regardais juste les autres questions au vas-y, passage, mais vas-y, voilà, vas-y. je regarde au passage de temps en temps les petites questions. Vas-y. Non, mais après, là, c'est bon. Voilà, j'ai fini de répondre aux dernières. Ouais, donc ouais, c'est et ouais, donc on est certain que en tout cas tout est fait pour nous diviser encore une fois. Et ton combat là, enfin ton combat parce que quand je dis ton, c'est peut-être un peu, mais en tout cas par rapport au suicide des policiers, on sent vraiment que les forces de l'ordre sont malmenées. euh, et, euh, et bon, bon, le but, en tout cas, parce que comment tu penses, toi, enfin, je sais pas comment, peut-être faut peut-être pas que j'entre dans les détails, j'en sais rien, mais comment tu vas les prendre pour dénoncer ces suicides de policiers, de forces de l'ordre? Qu'est-ce qu'ils risquent de te faire, à ton avis? Ils vont encore t'attaquer, ils vont peut-être monter encore je dirais le niveau là. Bah, là, dans ce qu'ils ont prévu, ils peuvent pas vraiment monter plus. Ils veulent juste s'asphyxier financièrement, ils ont perdu. Après, pour pas mettre en froid les autres syndicalistes de la police, ils ont dit qu'ils ne vireraient pas parce que ça ferait un précédent que même les syndicats aux ordres ne pourraient pas cautionner. Donc ils en sont là. Donc après, on va voir ce que ça va donner. Après, j'espère surtout qu'au bout d'un moment, ce soit Monsieur Castaner qui s'en aille. Et puis, je me dis qu'au pire, dans 3 ans, il devrait partir. Enfin, j'espère. Parce qu'avec des gens comme ça qui sont, enfin, qui détournent l'intérêt général pour des besoins particuliers, c'est insupportable. Donc après, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, j'ai pas d'idée. Je pense qu'ils ont atteint le maximum. Là, pour le moment, c'est l'arroseur arrosé, ça s'est retourné contre eux. Donc maintenant, on va repasser dans une phase d'attaque, voilà, parce qu'on a, grâce au soutien de tout le monde, parce que si on était tout seul, même au niveau du syndicat, on ne pourrait pas aller plus loin. Et après, il y a une autre nouvelle qui nous aide à aller dans le bon sens, j'allais dire, Monsieur Macron. Donc dans la police, c'est bien. Il a dit que les syndicats n'auraient plus à gérer la carrière des fonctionnaires, c'est-à-dire les avancements et les mutations. Ce qui veut dire que le chantage à l'heure actuelle des syndicats majoritaires pour dire si tu veux ta mutation, ton avancement, il faut que tu adhères chez nous et surtout que tu fermes ta bouche, sinon tu n'auras pas ton avancement et ta mutation, ne tiendra plus aux prochaines élections professionnelles au sein de la police. Donc on se dit qu'il y a des choses qui peuvent aller dans notre sens pour que les policiers s'engagent dans les syndicats qui défendent leurs intérêts, leurs conditions de travail, plutôt qu'un chantage parce que bah, ils veulent retourner chez eux, parce que la plupart des policiers doivent se taper 10 ans de région parisienne alors qu'ils ne sont pas parisiens. Ils veulent retourner soit en région en France, encore ils peuvent retourner, mais encore même pour nos collègues qui sont dans les départements d'outre-mer, bah, ils mettent aussi 10 ans à retourner chez eux. Donc il y a tous ces chantages qu'on peut comprendre dans la logique pour que les gens se tiennent bien. Maintenant, s'ils ont plus ce chantage, les gens pourront se battre réellement pour ce qui se sont engagés. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, l'avenir nous dira ce qui se passe. Je pense que tant qu'il y aura un soutien, je veux dire, populaire d'une partie de la police, de la population, j'espère qu'ils iront pas plus loin. Puis sinon, bah, on verra, puis on trouvera une solution tous ensemble. Ok, Alexandre. En tout cas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que tu aimerais, je sais pas, on peut. Donc, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la page de Vigie d'Alexandre Langlois parce que bon, c'est important de suivre, de le suivre et surtout de se rendre au tribunal le jour où il y aura des comparutions, que ce soit pour les suicides des policiers, que ce soit pour tout un tas. Quand on va, moi, en tant que, enfin, je parle par expérience, hein, je me suis rendu déjà à plusieurs reprises dans les tribunaux avec Thierry Borne, avec notamment la policière, j'ai zappé son nom là, de Lyon. Enfin, ils aiment pas trop quand le monde est dans les tribunaux, ça leur déplaît. D'ailleurs, ils font tout pour faire en sorte que nous, on n'y aille pas. Hein, c'est-à-dire qu'ils nous dissuadent. Moi, ça m'est même arrivé qu'on me ferme la porte en disant non, c'est pas possible.
alors qu'il n'y avait personne dans la salle. Donc, plus on est de monde dans les tribunaux, plus ça les gêne. Et surtout sur des causes qui sont quand même, je dirais, humaines, parce que des policiers qui se suicident, c'est qu'il y a un malaise quelque part, c'est que c'est des gens qui sont contre ce qui se passe, en tout cas. Bon, après, il peut y avoir les problèmes personnels, il peut y avoir tout un tas de choses, la pression du travail, tout un tas de problèmes liés bon. Mais surtout un problème, je dirais, lié à la profession, parce que quand c'est des gens qui sont finalement qui sont en première ligne tous les jours. Bon, les accidents de voiture, les morts. Moi, enfin, voilà, c'est des métiers qui sont psychologiquement durs. Bon, après les mecs, bah, ça arrive qu'ils Mais passent. c'est même pas pour ça qu'ils se suicident en fait dans la police. Qu'à la limite, on est préparé psychologiquement à avoir un métier difficile. Après, où ça complique, c'est quand on te dit que tu vas pas voir ta famille, que tu as un week-end sur 12 complet, que tu fais des heures sup et que finalement, bah, ça engendre des problèmes personnels. Effectivement, tu vas plus voir tes enfants, tu vas sans doute divorcer, tu peux tomber dans l'alcoolisme, tu vois. Et en fait, l'administration va te dire derrière, effectivement, problème personnel. Mais d'où viennent les problèmes personnels? Ben justement, c'est lié au travail. Et sur le suicide en France, c'est la première cause de mort violente en France de façon générale. Rien n'est fait, parce que à la différence de la route, c'est pas rentable au niveau des contraventions. 5 000 morts sur les routes à peu près par an, 5-6 000 morts, 10 000 suicidés. Et dans la police nationale, en plus, donc il y a tout ce côté où on veut pas nous aider à aller mieux avec tout simplement une hiérarchie plus humaine, avec des ordres par conviction. Et en fait, c'est toutes les strates de la société française. C'est-à-dire qu'en fait, le combat qu'il y a dans la police, on subit les mêmes choses qu'il y a eu à France Télécom. Sauf que les résultats, il y en a qui se retrouvent au tribunal dans la direction. Chez nous, c'est pas possible. Mais c'est un problème d'une société en fait un petit peu moribonde qui a perdu sa joie de vivre de façon générale. Donc, ce qui serait bien, c'est que le gouvernement s'y attaque de façon générale. Et donc, indirectement, pour les policiers, ça suivra aussi. Donc, ou alors, les policiers se mettent devant parce qu'on a le plus gros taux de suicide. Et puis après, on espère que ça servira aussi à toutes les autres professions. Ouais, parce que ouais, vous avez le plus gros taux de suicide. Donc, c'est bon, c'est un malaise bon, qui est, on peut dire, c'est palpable. Moi, je vois tous les jours sur Facebook, il y a tous les jours des suicides dans la police. Donc, bon, Et avec vas-y, excuse-moi. non, j'allais dire une petite anecdote. Non, c'est une petite anecdote, mais qui est sans importance. Parce qu'on a les suicides, c'est un cheval de bataille de notre syndicat depuis une dizaine d'années déjà. Non, et en fait, les gens se suicident en général quand ils ont la vingtaine, en tous les cas avant 30 ans, et en général quand ils sont plus âgés, au-delà de 60 ans. Dans la police nationale, les gens se suicident entre 35 et 45 ans. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent même pas dans les critères majoritaires des suicides en France. Et ensuite, pour répondre à la question, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur ma collègue Maggie qui s'est suicidée en fin d'année dernière, l'enquête a été problème personnel. Moi, ils l'ont dit très vite, mais après, ils se sont rendus compte que malheureusement, ça tenait pas la route parce qu'elle avait tout sacrifié pour sa carrière d'abord, parce qu'elle croyait en son métier. Donc, elle avait fait le choix, dans tous les cas, la vie ne lui a pas laissé le choix de fonder une famille. Donc, elle était célibataire et sans enfant. Après, elle a tout sacrifié pour l'association de la mobilisation des policiers en colère, parce que justement, elle voulait redéfendre des valeurs dans la police nationale. Et au final, ils lui ont trouvé un sombre texto envoyé à deux, trois personnes en disant, ah bah oui, elle a pris des sous dans la caisse de l'association qui finalement elle s'était engagée à rembourser et que c'était un problème interne à l'administration. Par contre, le fait qu'elle avait perdu du poids les mois d'avant, qui lui mettait une pression insoutenable d'un point de vue disciplinaire et hiérarchique, ça évidemment, ils n'en ont pas parlé. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une commission rogatoire contre moi, parce que je suis le représentant légal du syndicat, parce qu'on avait fait un petit tract et un communiqué expliquant tout ça en disant bah, tes assassins courent toujours. Et monsieur le directeur de la police nationale, plutôt que de faire son boulot et son enquête, a choisi de nous envoyer en diffamation pour ce tract. Donc voilà, la vérité, ils aiment vraiment pas ça. Et en plus, à chaque fois qu'on essaye de la dire, ils la retournent pour essayer de nous faire taire. Mais bon, Alors, on a les reins solides et on va continuer. que je vais dire, ça m'engage moi et pas toi surtout. Moi, j'ai été en contact avec Maggie Bipskupski parce que j'avais partagé une vidéo à elle, j'en avais partagé deux, si je dis pas de bêtises. Il y en avait une qui avait fait plus de 100 000 vues d'ailleurs. Donc elle était rentrée en contact et elle m'avait remercié. Et bah, j'avais trouvé son geste très sympa. Et moi, quand ils ont commencé, d'ailleurs, il y a quand même une congruence assez bizarre, c'est qu'elle s'est suicidée peu de temps avant les Gilets jaunes. Et je pense que cette personne aurait pu être la conjonction avec la police, toi et les Gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire? C'était une conjonction, cette dame. Après, moi, je vais pas, mais je pense pas qu'elle se soit suicidée, très personnellement. J'ai un copain qui est policier en retraite. Il trouve ça très bizarre parce que d'ailleurs,
que tu connais peut-être, tu verras sur les vidéos, il est en tête de liste, il est en tête de file sur les manifestations. Hein, je vais pas le citer, mais tire à voir. C'est quelqu'un de connu dans la résistance euh, des policiers en 2016. Et enfin, pour moi, personnellement, je pense pas que ce soit 6 idées. Ça, c'est mon analyse, encore une fois. Je pense qu'on l'a plutôt. Et ils ont sorti cette histoire de texto justement pour la salir. C'est tout, quoi. Ouais, oui, ça, on est bien Parce que je d'accord. pense pas que ce soit. Moi, une personne qui fait ça, elle vient pas me remercier. Elle vient pas me dire je te remercie pour ce que tu as fait. Une personne qui tape dans la caisse, elle en a rien à foutre des gens et elle ne remercie pas. Tu peux être dans la merde, ça peut arriver. Mais quand tu fais des choses comme ça, quand tu fais des actions, parce que moi je l'ai suivi, Maggie Biscuit, quand tu fais des actions comme ça, t'as pas la mentalité de taper dans la caisse. C'est pas dans ta mentalité. Après, c'est mon analyse. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais quelqu'un qui vient me remercier, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté. Hein, on a discuté une quinzaine de messages. D'ailleurs, les messages ont tous disparu peu de temps après. D'ailleurs, j'avais fait des captures d'écran, de toute façon. Je me suis dit, on sait jamais. Et, euh, et donc, moi, je pense très sincèrement qu'on l'a suicidé. De toute façon, c'est une certitude, parce que c'était une conjonction avec les Gilets jaunes, parce que c'était une fille du peuple, c'était une nana qui avait une paire de couilles. Voilà, elle reculait pas, elle était dans les manifestations policières, elle était là. Enfin, voilà, c'était une résistante policière. Euh, et après, bon, bah, toi, à mon avis, ils te feront pas ce coup-là, Alexandre, parce que tu es souriant, parce que tu es bien physiquement, parce que je pense pas qu'ils aient, tu vois ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens quand même, quand il y a des gens quand il y a des gens qui se réveillent, quand il y a des gens qui s'élèvent, qui se lèvent, c'est soit on les ridiculise, soit on les fait disparaître. Et donc, toi, es une personne dangereuse pour l'oligarchie, Alexandre. Tu es pas une personne lambda puisque tu combats le système et surtout, tu as le courage de dire les choses. Et ça, c'est important pour nous, citoyens lambda, tous autant qu'on est, qui nous montre, enfin, ça nous montre, voilà, il y a des policiers qui sont pas d'accord avec ça. Et ça, c'est important. Et j'invite, il y a des policiers qui nous écoutent sur cette page, c'est une certitude. S'il y en a qui ont des velléités de suicide, ça peut arriver, hein. Alors, rejoignez-nous plutôt, appelez Alexandre Langlois, rejoignez Vigie ou voilà, enfin faites pas cette connerie. Si vous faites ça, c'est que vous avez forcément compris des trucs. Donc rejoignez les bonnes personnes. C'est voilà, si je peux contribuer à la cause un minimum, autant le faire. C'est gentil. Autant le faire. Parce que je sais, Ah, tu sais, sur cette page, il y a des policiers qui me suivent, Alexandre, parce que mes premières puis vidéos. après, ce que j'allais dire, si, ce que j'allais dire, même s'il y a des gens qui veulent pas rejoindre Vigie, il y a un autre syndicat, enfin, on s'entend bien avec tous les petits syndicats de la police de façon générale, mais sur le mouvement des Gilets jaunes, il y avait un autre syndicat, France Police aussi, qui a également pris partie des Gilets jaunes dès le début, les associations de policiers en colère. Donc, il y a toujours moyen dans la police nationale d'avoir un syndicat ou une association de policiers avec qui on sera en adéquation à 100% pour pouvoir s'engager et justement défendre le métier qu'on aime. Donc, même si c'est pas chez Vigie, allez voir les petits syndicats ou les associations de policiers en colère pour pouvoir trouver un engagement en adéquation avec toutes vos convictions. Et ça se trouve. Celui qui ne trouve pas, je ne le croirais pas, c'est quelqu'un qui voulait rien faire. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, je dirais, pour enfin, à la limite, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Un je conseil, dirais, à nos forces de l'ordre pour rejoindre le bah, peuple, tu vois ce que je veux dire, les quoi. bah, il y a une chose, quand on aime son métier, c'est qu'on a envie d'être justement aimé du peuple. Donc à partir de là, pour être aimé du peuple, bah, il faut être à son service. C'est-à-dire arrêter les mauvaises personnes, aider les gens à pouvoir garantir leur liberté d'expression. Et à partir de là, on n'est pas embêté. En fait, il y a que après, il y a quelques. Moi, partout où j'ai travaillé, j'ai jamais été embêté par personne. Après, même quand j'étais un peu médiatisé, j'ai jamais été embêté non plus par personne. Dans tous les milieux où j'ai pu aller, quelles que soient les personnes que j'avais en face de moi, j'ai toujours été bien accueilli. Donc à partir de là, si on fait son travail correctement, en conscience et je veux dire,
avec une conviction d'assurer la sécurité de la population et des Français, normalement, il n'y a pas de problème en fait. Et en fait, c'est le métier que les policiers assuraient il y a maintenant peut-être une quarantaine d'années. Ils disaient, nous, on rentrait en uniforme chez nous dans les années 70, et les gens étaient contents d'avoir un policier qui habite dans leur quartier. À l'heure actuelle, c'est moins sûr. Du coup, parce que justement, on a une mauvaise image à cause de quelques personnes, à cause de cette opposition qu'on veut nous opposer avec le peuple. Donc, à partir de là, il faut passer au-delà de ça, voir pourquoi on s'est engagé, passer nos convictions d'abord, tout en respectant la loi. Mais la loi, en fait, comme on peut lui faire dire tout et n'importe quoi souvent, on trouve toujours un texte qui nous permet d'agir en conscience. Donc maintenant, l'éveil est là. Après, c'est d'être solidaire entre nous et d'être solidaire avec le peuple. Et les choses se feront tranquillement. Maintenant, toujours pareil, faire usage le moins possible de la violence. Et un petit message, parce que c'est sorti ce matin dans Mediapart, je l'avais oublié, mais sur le pont Sully, mes collègues CRS ont gazé des manifestants assis par terre. Bon, effectivement, ils avaient bouché la circulation, ils n'avaient pas le droit. Bon, par contre, de là les gazer, ce n'est pas normal. Et en 2011, un gendarme qui avait fait ça en gazant des manifestants pacifiques s'est fait prendre une procédure au tribunal et a été condamné par la justice. Donc en plus, c'est contre-productif, même d'un point de vue corporatiste, de dire allez gazer les gens qui sont pacifiques, justement. Donc surtout adapter les réponses en fonction des gens qui sont en face de nous. Et je rappelle encore une fois que les moyens de défense que nous avons sont des moyens de défense et pas des moyens offensifs. Donc, si les gens ne sont pas agressifs, bah, la moindre des choses, c'est de pas agressif envers eux. Il y a toujours plein de façons de faire pour gérer une fin de manifestation. Et je vais donner une anecdote, parce que je l'avais fait, moi, quand je travaillais au renseignement territorial sur une manifestation. L'endroit où je gérais, ils ont dit, bah, tiens, on va bloquer la nationale. Il y avait deux façons de gérer la manifestation. Soit on appelait des renforts, on castagnait tout le monde, soit option qui a été choisie et le chef du dispositif sur place a choisi cette option qu'on lui avait conseillée. On laisse les manifestants faire qui s'étaient engagés à bloquer la nationale pendant 10 minutes. Et on leur a dit, bah, écoutez, on vous laisse 10 minutes, vous bloquez, vous faites le coup médiatique, on parle de vous, puis après vous vous libérez. Ça nous évite, nous, d'appeler du renfort, et vous, ça vous évite de prendre des coups, et tout le monde a ce qu'il veut. Finalement, tout le monde a tenu parole. 10 minutes plus tard, la nationale a été libérée. Donc, en fait, c'est de trouver, des fois, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas légales à 100%, mais dans l'intérêt collectif, il faut se trouver des arrangements en fonction du nombre de personnes. Et quand on veut que ça se passe bien, ça se passe bien, tout le monde peut s'y trouver en manifestant avec une petite action et les policiers n'ont pas forcément besoin d'intervenir. Donc, c'est de travailler en bonne intelligence de ce côté-là, quand il y a des gens en face de nous qui sont pour la plupart pacifiques et veulent être en bonne intelligence avec les forces de l'ordre, qu'on le fasse. À noter que force de l'ordre, je préfère le terme gardien de la paix à force de l'ordre, mais encore, je préfère force de l'ordre au nouveau terme employé par notre directeur de la police nationale qui veut qu'on soit les gardiens de leur paix. Voilà, la paix de qui, ça pose un petit problème sémantique, vu qu'a priori, on n'a pas tous le droit à la même paix. Gardien de leur paix, je ne connaissais pas ça. Non, en fait, le terme exact, c'était la dernière campagne de propagande de recrutement. Le terme exact, c'était devenez gardien de notre paix. Ah, Voilà. ouais, ouais, Donc non, mais, j'en ai déduit que ouais, c'était oui, j'en ai déduit que c'était la paix du gouvernement et pas la paix de la population bah, de il façon faut générale. que, Après, je peux peut-être me tromper, peut-être. mais voilà, la propagande de recrutement, c'était devenez gardien de notre paix. Alors que moi, j'aurais dit de la paix, on comprenait bien ce que c'était, c'est général, mais maintenant, a priori, on n'a pas le droit tous à la même paix. Je suis en train de penser une petite chose. Tout à l'heure, je parlais de tribunal populaire, mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de les mettre enfin, qu'est-ce qui empêche les forces de l'ordre, les hauts gradés, finalement, de pas mettre, enfin, ils constatent, hein, de pas les mettre en état d'arrestation, au final. Qu'est-ce qui les empêche? Le copinage. Un peu, le copinage, la conviction, et comme dit Monsieur Valls quand on l'avait rencontré en tant que ministre de l'Intérieur, il file des primes de plusieurs dizaines de milliers Ah oui, oui. d'euros au commissaire. D'accord. Selon le journal Le Point, ça peut monter jusqu'à 140 000 euros. En prime annuelle, c'est-à-dire en plus du salaire, en plus des défraiements, etc. Et M. Valls, alors ministre de l'Intérieur, a dit, bah voilà, j'ai acheté ces gens-là avec des primes tellement faramineuses que vous pensez bien qu'ils vont m'obéir et qu'en dessous, ils vont vous fouetter parce qu'il n'y aura pas plus d'argent. Donc eux, je les ai achetés avec de l'argent et en dessous, je leur ai dit de vous manier avec le fouet et la sanction disciplinaire. Donc, en haut de la hiérarchie, à part quelques-uns de temps en temps qui vont se rebeller, et encore les commissaires qui essayent de faire leur travail, qu'on appelle des flics et qu'on a le plaisir d'appeler patrons, c'est ces commissaires-là qui se prennent justement leur père parce qu'ils ne supportent pas avoir quelqu'un qui n'est pas dans le sérail et qui ne propage pas la parole divine. Voilà. Ouais, Donc, même les commissaires qui sont, je veux dire, à l'image du peuple et qui veulent vraiment un service public de la sécurité pour tous, ceux-là sont ennuyés. Voilà. ouais, c'est de toute façon, on ne, enfin, faut qu'on arrive dans un niveau où on arrive à un niveau de corruption et de corporatisme phénoménal. Parce que
le corporatisme mène forcément à la corruption, et la corruption mène forcément à faire disparaître des personnes importantes, hein, euh, et toi aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que tu vas encore dans les médias? Est-ce que tu es invité sur BFM? Est-ce que tu es invité sur ces chaînes ou pas? Bah non, ce que je disais, depuis le 10 janvier, jour de ma convocation à mon conseil de discipline, il y a eu des consignes qui ont été passées, soit par l'Élysée, par le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, en disant que ceux qui continueraient de nous inviter n'auraient plus le plaisir d'être invités aux réceptions officielles et aux informations officielles. Donc certains journalistes, notamment bah, donc les journalistes de BFM, LCI, CNews, ont eu des consignes. Donc bah, du coup, on n'a plus été invités sur ces chaînes. Alors je ne sais pas si c'est du fait finalement des journalistes ou juste leur direction qui a passé les consignes. À partir de là, d'autres ont fait le choix de continuer de nous suivre. Je repense au journaliste de l'Express et qui a refait le dernier article, le premier qui a réagi sur ma sanction. Lui, par exemple, je sais que juste pour avoir fait un article en nous suivant en fin d'année dernière, on lui a dit bah, pendant 6 mois, hop, interdit de venir, vous êtes blacklisté du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, je ne jetterai même pas la pierre aux journalistes parce que dans un État de droit démocratique, normalement, on ne doit pas mettre, on doit, les journalistes ne devraient pas faire le choix entre eux suivre le gouvernement et blacklister quelqu'un. Donc, normalement, dans un pays où la liberté de la presse serait totale et normale en démocratie, les journalistes pourraient suivre qui veut pour justement que le droit à l'information soit normal. En France, c'est censuré et c'est même censuré au plus haut niveau parce que moi, j'en pâtis un petit peu sur certains médias, d'autres continuent de nous suivre, heureusement. Il y a eu même le directeur général de la police nationale, quand certains journalistes lui déplaisent, il appelle la direction du journal en disant lui, vous me le virez, il m'a déplu. Heureusement, pour le moment, les directions n'ont pas viré les journalistes. Mais c'est la première fois que ça arrive, où ils sont tellement décontractés et sûrs de leurs faits qu'ils demandent qu'on vire des journalistes. Donc voilà où on en est au niveau de la liberté de la presse dans notre beau pays. Oui, donc ouais, donc ils ont des directives, mais est-ce que tu penses que ces directives, elles sont écrites? Elles sont juste, c'est juste des directives euh, données oralement, quoi. Ah, c'est des directives. Non, c'est oralement, parce que même j'ai eu l'autre jour une journaliste qui m'a dit bah, tiens, courage pour ce qui t'arrive, etc. Je dis bah écoute, chez toi, on est blacklisté depuis le mois de janvier. Elle me dit ah bon, je savais même pas. Donc je dis, elle me dit bah, je vais me renseigner. Bon, c'était il y a 15 jours, du coup, j'attends toujours de ses nouvelles. Donc a priori, ça ne m'a pas relancé. C'est qu'elle a eu confirmation dans son média on était bien censuré. Donc après, c'est pas grave, enfin, mais c'est malheureux. Mais heureusement qu'il y a des possibilités alternatives à l'époque moderne de pouvoir contourner cette censure. Bah, de toute façon, ouais, on a encore des possibilités, mais je pense que ça va pas durer très longtemps encore, parce que moi, je vois, ils me censurent dans tous les sens. D'ailleurs, ce soir, je suis assez étonné qu'il y ait assez de monde. Ils me censurent dans tous les sens. Ça devient, euh, ça devient vivable, hein. Tu peux plus t'exprimer, tu peux plus vraiment. Là, on arrive à s'exprimer ce soir. D'ailleurs, ça saccade pas, c'est plutôt bien. Mais aujourd'hui, si tu penses un peu différemment, ça devient compliqué pour toi et même finalement ton entourage. Et, euh, et moi, j'ai bon après des personnes qui, encore une fois, avancent, nous amènent des solutions. Nous donnent des articles de loi. Enfin, pour nous, c'est important en tant que citoyen lambda, j'entends, parce que justement, on fait partie, on s'éveille tous les jours un peu plus. On veut savoir ce qui se passe dans notre beau pays. On veut comprendre tout ce qu'il y a. Et puis, encore une fois, voilà, des personnes comme toi nous permettent tous de mieux comprendre et puis de mettre des choses en lumière parce que, voilà, encore une fois, c'est important, quoi, que tu puisses encore avoir la possibilité de t'exprimer et ainsi de suite. Mais à ton avis, qui donne ces directives? Est-ce que tu as une idée de qui donne ces directives ou pas? Bah, c'était au niveau du gouvernement. Alors après, je n'ai pas le détail si ça venait de chez Monsieur Castaner ou si ça venait de plus haut, mais en tous les cas, ceux qui ont résisté ont été interdits d'invitation au ministère de l'Intérieur. Donc après, ça s'est joué là. Donc on ne sait pas à quel niveau ça va. Il y a des journalistes qui m'ont dit, et puis en plus, qui m'ont dit, pareil, Monsieur Macron connaît ton nom personnellement, mais pas en bien. Du coup, je salue Monsieur le Président. Mais voilà. Et après, par contre, ce qui est amusant, c'est que par exemple, Monsieur Castaner a peur de nous. C'est le premier ministre de l'Intérieur qui a peur de représentants syndicaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient sur un déplacement où on n'est pas invité, mais qu'on sait quand même qui vient, ben, il a peur, on n'a pas le droit d'aller dans cette direction, on a son service de sécurité sur le dos. Alors même nos collègues en rigolent en fait, qui assurent sa sécurité, ils disent oui, on doit faire semblant d'avoir la pression parce qu'en fait, en haut, ils paniquent quand ils te voient. Donc, mais je veux dire, voilà, quelqu'un qui a juste peur d'un syndicaliste et qui se targue d'être le premier flic de France et de montrer les muscles, mais que de son bureau, place Beauvau,
bah, je veux dire, voilà, on est dirigé par un clown. Donc à partir de là, ça peut pas marcher. Donc on invite, pareil, par Ah, exemple, si Monsieur Castaner était vraiment le premier flic de France, on l'inviterait à aller en première ligne d'une manifestation pour voir comment ça fait, puis qu'il applique lui-même ses ordres. Comme ça, on verrait comment il prendrait. je dirais même par un quart, parce que bon, cette typologie de personnes, moi je l'analyse, ce gars-là. Cette typologie de personnes, c'est le genre de personne qui, euh, en fait, qui a peur de tout, quoi. Et puis, le problème, quand on a des gouvernants qui sont des peureux, bah, ça nous amène à des crises comme on vit aujourd'hui. Euh, toi, t'es pas quelqu'un voilà, ils savent très bien que tu restes dans la droite lignée, que tu suis la loi, que tu es dans le légalisme le plus rigoureux, enfin, et, euh, et j'arrive pas à comprendre qu'ils puissent avoir peur de te rencontrer, de te croiser physiquement. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre cette façon En fait, c'est des couards, quoi, tout simplement. C'est des gens qui ont peur C'est ça. et qui se retranchent. Et voilà, la seule manière qu'ils ont de se retrancher, bah, c'est encore une fois derrière les gardiens de la paix, derrière les gardiens de leur paix pour se protéger. En fait, il a peur que tu lui poses des questions un peu embarrassantes. C'est ça qui l'ennuie, Castaner. Mais nous, ça nous plairait que tu puisses avoir l'occasion de le rencontrer. Tu vois, ça serait bien que tu puisses lui poser des vraies questions, lui, tu vois, des questions de vrais professionnels de la police qui puissent que tu puisses le mettre, je dirais, parce que à la limite, le mettre en défaut, je dirais en 5 secondes, ça va être fait, quoi. Ça va pas être bien compliqué de le mettre en défaut, surtout quand. Mais c'est pour ça, il a conscience de la limite de ses capacités. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a personne qui le contredit, il peut nous balancer des fake news tous les jours et tout, dans tous les sens. Après, forcément, quand on n'a pas le service de propagande pour filtrer, ça devient plus compliqué. Mais de façon générale, au pire, je lui proposerai une partie de poker. Peut-être qu'il acceptera plus vu ses danses des Adams. Eh ben, en tout cas, Alexandre, je vais pas en tout cas, je vais te remercier d'être intervenu sur les Sentinelles du Peuple. C'est vraiment très sympa, vraiment très cool. Merci de m'avoir invité. Euh, Et juste un petit conseil de lecture pour ceux qui veulent faire un petit peu pression auprès de leurs députés, des députés européens ou quoi que ce soit. La France a signé en 2001 un code éthique de police européen. Et si jamais il était appliqué en France, ce qui devrait être le cas depuis 2014, on aurait réglé 80% des problèmes de relations police-population. Bien évidemment, ils font tout pour pas que ça s'applique. Mais au moins, il y a un texte légal européen qui, s'il était appliqué, réglerait beaucoup de problèmes. et puis, tu me fais Donc, penser à... code d'éthique de police européen, voilà. Non, non, t'inquiète. Tu me fais penser à un truc, c'est notamment le fait qu'ils aient retiré le crime de haute trahison. Oui, enfin pour le mettre en place, c'était, enfin ça c'est pareil, c'est Pipo et Mario parce que pour le mettre en place c'était impossible, donc maintenant bon, c'est toujours impossible. Ouais, enfin, disons qu'ils l'ont quand Donc ils n'ont pas même. changé grand-chose. À partir de maintenant, c'est comme d'habitude, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'avant ils se le seraient jamais mis. Ah non, mais non, c'est Finalement ils ont sûr. dit bah voilà, On va l'enlever, c'est on va mieux. vous marquer noir sur blanc Allez. qu'on se le mettra jamais. Allez, on l'enlève. Voilà, Allez, on se casse pas la tête, les amis. On l'enlève. Ni vu ni connu, je t'embrouille. De toute façon, ils s'en foutent. C'est comme ça que ça se passe. voilà. Enfin bon. C'est comme la Cour de justice de la République qui juge les ministres, une cour d'exception. Monsieur Hollande avait promis de la supprimer. Bon, ben, il a dû oublier. Monsieur Macron a promis de la supprimer. Ah, il est en train d'oublier également aussi. Voilà. Et Donc, puis, et c'était sur une petite anecdote. On avait déposé plainte à l'époque contre Monsieur Valls et Monsieur Cazeneuve pour toute leur œuvre sur l'antiterrorisme, la fatigue des policiers et à ce moment-là, la gestion du maintien de l'ordre sur la loi travail. La Cour de justice de la République a répondu, même si tout ce que vous dites est vrai, on va même pas le remettre en cause. Les ministres sont irresponsables et vous pouvez pas faire appel de notre décision. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. ouais, bah, Donc, effectivement, ils ont une justice spéciale pour s'auto-exonérer. ouais, ils s'auto-exonèrent. Puis là, on a vu récemment avec, comment il s'appelle, De Rugy, bon, qui lui aime pas le caviar, il aime pas le homard. Ah non, non, j'aime pas, hein, surtout. Alors qu'il y a des, Hein. Mais bon, il y a des gens qui sont allés chercher ces vieux tweets où il mangeait les huîtres et remerciait pour les homards quand il avait fait une petite tournée en Oui, Bretagne. oui, Donc bah, ça, finalement, quels sont d'accord, le nouveau monsieur de Rugy ou l'ancien, on ne sait pas. c'est encore des trucs. Enfin bon.
Bon, en tout cas, Alexandre, je tenais à te remercier vraiment pour tout. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Super. Et puis, bah, n'hésite pas si tu as besoin une prochaine fois. Et Ok, voilà. Et puis, j'ai avec grand juste une plaisir. petite chose. J'ai vu Oui. des gens qui me parlaient de Noam, Ouais, vas-y. qui est un autre délégué de chez nous, qui a quelques ennuis. Bah, pour le moment, il est toujours en attente de son conseil de discipline. Ok, Voilà. tu veux parler un peu de Donc, lui? pour le moment, ça va bien. Et on le voit. Bah lui, même chose. Lui, il est en arrêt maladie pour dépression par rapport à ce qu'il a subi. Donc voilà. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un petit décalage au moment de sa reprise, hop, l'administration lui envoie convocation au conseil de discipline. Et puis finalement, mais il peut pas le convoquer tant qu'il est en arrêt maladie. Et même chose, il pourrait reprendre le travail parce qu'il est parfaitement apte à reprendre. L'administration a juste à le changer de service pour pas qu'il soit sous les ordres d'un chef qui est fou furieux et qui l'a envoyé en dépression. Mais pour le casser et bien lui faire comprendre la leçon, ils ont dit bah non, on ne vous changera pas de service. Donc la police nationale se prive d'un fonctionnaire parce qu'il y a l'ego d'un commissaire qui a été touché. Et malheureusement, il y a plein de collègues, c'est comme ça, mais donc voilà. Donc pour le moment, Noam continue d'être chez nous et moins médiatisé, pas parce qu'il veut être moins médiatisé, c'est parce que comme on a expliqué, on a été un petit peu blacklisté à droite à gauche. Mais voilà, donc courage à lui aussi. Puis voilà, donc nos délégués, quand ils arrivent chez nous, ils n'arrivent pas par hasard. Donc on sait que le combat est dur, mais pour le moment, on est tous encore entiers et on continue le combat. Voilà. Alors, tu as aussi tu as le soutien de Info Citoyen Patriote. Je sais pas si que tu connais cette page. Très bien, bah merci à eux. Donc, tu as le soutien. Non, je connais pas. Après, nous, ce que je dis, on va partout où on nous invite pour tenir le même discours et on partage avec tout le monde avec grand plaisir. Donc, merci à eux alors de relayer. Donc, Info Citoyen Patriote, c'est une page, ils sont 80 000 abonnés. C'était une page Front National. Et puis, quand il y a eu la trahison de Marine Le Pen, l'administrateur principal bah, donnait ses vérités. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la page. C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui à 80, elle est à 75 000. Et la page n'évolue pas trop parce qu'en fait, elle est très très verrouillée parce que c'est pareil, hein, dès que tu balances des vérités, bah, ça plaît pas. D'ailleurs, en parlant de censure, pour finir, sur la page a été censurée, on peut plus liker la page. En tout cas, quand je vais voir sur le profil de personnes que je connais sur leur Facebook, on peut pas liker ma page, on peut juste la suivre. Donc ça veut dire, Je te confirme, j'ai voulu liker, j'ai pas pu, j'ai voilà, juste pu suivre. voilà. Donc ça confirme que la page, bah, l'accordage est juste, parce que si ça serait faux, bah, euh, peut-être que j'aurais toujours le bouton like. Donc ça, c'est un truc. Bon, par contre, j'ai pris des abonnés récemment, mais ça, voilà, ça suit. Mais ça, c'est encore un truc de Facebook, hein, de toute façon, où forcément, on est là, on dérange. Et ça, je suis plutôt content. Et si d'ailleurs, pour finir, il devait me fermer cette page, c'est pas très grave parce que encore une fois, j'ai un savoir-faire avec mes vidéos qui me permettent de faire des vidéos qui sont vues avec peu de followers. Donc, qui la ferme, c'est pas très grave. Quand il y a le savoir-faire, on peut toujours rebondir. Ça, c'est une certitude et je le dis avec le sourire. Euh, et puis encore une fois, Alexandre, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Si jamais tu veux, en tout cas, la porte des Sentinelles du Peuple est très grande ouverte. Le jour où tu veux faire une entrevue, que tu as un message à faire passer, que tu es verrouillé à droite ou à gauche, ou peu importe, n'hésite pas à frapper à la porte, elle sera toujours ouverte. Voilà, c'est avec le plus grand des plaisirs. Et puis, Ah, merci à toi. non, non, mais t'inquiète. Et puis, il y a des gens qui, je vais parler aussi peut-être pour Antimafia française, qui est beaucoup suivi. Il a 100 000 abonnés sur sa page et je sais par définition qu'il te soutient aussi. Donc, tu as des gens derrière toi qui sont, voilà, on monte pas nos gueules, mais par contre, on est là, on est derrière toi, on te soutient. Je te le dis. Heureusement, c'est pour tous ces gens-là qui sont derrière que je continue le combat. C'est ce que j'ai dit, si j'étais tout seul, je serais parti cultiver des patates. Voilà. Voilà, mais c'est parce que je suis porte-parole justement de nombreuses personnes et c'est pour ça qu'on continue et que du coup en fait moi je suis le porte-parole et je suis la personne qui est un peu médiatisée qui parle parce que je suis le secrétaire général de mon syndicat, mais en fait on sait qu'on mène un combat, notre syndicat mène un combat de façon plus large et tous nos délégués un combat beaucoup plus large que la police nationale et c'est pour ça qu'on le continue pour justement retrouver les métiers qu'on aime, c'est-à-dire au service du peuple et pouvoir dire avec fierté qu'on est policier à tout le monde et que les gens du coup nous retrouvent par rapport aux valeurs pour lesquelles on s'est engagé. Force et honneur et courage à vous tous. Merci. À une prochaine fois et bonne soirée. Merci pour ton invitation. Avec plaisir, Alexandre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bon, bah voilà, c'était Alexandre Langlois. Donc vraiment, voilà, je pense que c'était une belle enquête. Apprendre des choses, c'était un peu le but. Et puis, encore une fois, c'est communiquer tout ce qu'on sait, le plus possible, éveiller notre entourage. Parce que bon, tout le monde n'est pas forcément réveillé dans notre entourage le plus proche, hein, faut le savoir, c'est important. Donc continuons le boulot de sentinelle du peuple, parce que vous êtes les sentinelles du peuple. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, je vois que j'ai deux personnes qui veulent rentrer. Alors, je peux leur poser la question. C'est Chantal Métivier. Est-ce que tu es toujours présente? Chantal Métivier. A priori non. Bon après, si vous avez des messages, là je voyais, si vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas, hein, envoyez-les-moi par MSN. Voilà. En tout cas, merci pour tout et merci d'avoir suivi ces vidéos les amis. À très bientôt. Ciao.